Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sœur d'édition. Et l'équipe de Sœur d'édition, c'est en partie Nicolas Coursier. Nico, bonjour. Bonjour Métier les Canafi, comment ça va ? Ben ça va plutôt pas mal. On est encore plus proche que d'habitude, alors qu'on était déjà très très proche quand on enregistrait. On a un peu changé les choses, vous ne l'entendez pas, vous ne le voyez pas, mais sachez qu'on est en train de faire des tests. Alors pourquoi, comment, on vous en saurez plus très prochainement. Who knows ? On le tease tout doucement sur les réseaux sociaux, donc... Tout doucement, on est même un peu explicite, mais bon. C'est vrai qu'on y va, en tout cas, voilà, suivez-nous sur les réseaux si vous voulez en savoir plus, mais on prépare un petit truc. Au sommaire de cette émission, on va revenir sur un jeu très attendu, ou pas, c'est Stranger in Paradise Final Fantasy Origin, que je vais nommer pendant la chronique souvent Final Fantasy Origin, on va pas être sur Stranger in Paradise. Puis on va faire le point sur un studio qu'on apprécie particulièrement, ou pas, non c'est déconne, je déconne ça, c'est Platinum Games. Il y a des choses à dire, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y a pas mal de trucs à dire. Vous retrouverez bien entendu l'interlude top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur les ventes d'Elden Ring, donc nous vous en parlions dans une précédente émission, il y a 15 jours je crois, et on évoquait alors le phénomène Elden Ring, et ça se confirme carrément, on est sur des chiffres communiqués par l'éditeur Bandai Namco, donc on est sur 12 millions en 18 jours. Petit point de comparaison, Dark Souls 3, c'est le jeu les Souls le plus vendu, on est sur 10 millions en 4 ans. C'est dingue. Honnêtement, on sentait évidemment l'excitation, on sentait que les premiers indicateurs dans tous les pays montraient qu'il y avait des grosses ventes, mais jamais j'aurais parié sur aussi fort, aussi vite, quoi. Là, on atteint des stades, on est même au-delà de niveau d'Assassin's Creed ou ce genre de gros jeux, quoi. On lorgne vers même les Call of ou les Rockstar, quoi. C'est vraiment succès énorme, gigantesque, et je pense que c'est pas fini parce que le bouche à oreille continue, les gens continuent de jouer au jeu, les gens continuent à streamer le jeu, les gens continuent à discuter du jeu, donc je pense que c'est que le début, et est-ce qu'il atteindra peut-être pas, je sais pas, les 30 millions s'il faut, peut-être plus, on sait pas. Ouais, moi je mise aussi pas quelque chose comme ça. Ce qui serait peut-être l'équivalent de la série Souls en l'état aujourd'hui, quoi, donc c'est dingue. Tu veux quelques petites précisions ? Par exemple, le jeu a fait 1 million au Japon, donc ça peut paraître pas grand-chose sur les 12, mais c'est quand même assez significatif du marché japonais qui, en fait, du coup, sur les titres, se vend le million seller, c'est de plus en plus rare, quoi. En lancement, bien sûr. Oui, c'est plus l'époque dorée qu'on a connue du Japon, où le moindre titre un peu cool dépassait le million easy. Mais là, oui, toper le million au Japon aujourd'hui en si peu de temps, c'est une performance super géante. Le jeu aurait fait 150 000 ventes en France, dont 88 000, donc plus de la moitié, en dématérialisé aussi. 150 000 lecteurs potentiels, veux-tu dire ? Pour un livre potentiel ? Je sais pas, moi j'annonce rien, je ne dis rien. Des chiffres encore, aux US, donc là, uniquement en 2 jours, c'est le jeu le plus vendu donc sur les 12 derniers mois. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez incroyable aussi. C'est le meilleur démarrage d'une nouvelle IP, donc d'une nouvelle licence depuis The Division, qui était en 2016. Donc tout ça, c'est du stat porn, comme on dit. C'est très précis, c'est toujours un petit peu rigolo. Donc comme je disais aussi, c'est le meilleur lancement sur les 12 derniers mois, comprenant les ventes de Noël, évidemment. Donc il n'y a que Call of Vanguard qui lui a résisté. Même FIFA, du coup, est tombé. Ça aussi, c'est quand même quelque chose qui est assez significatif. Ouais, mais ça fait relativiser, parce que Vanguard, on sait que c'est un départ décevant pour un Call of, et que Activision n'en est pas super satisfait, donc c'est pour se dire quand même que malgré tout Call of reste dans une galaxie à part dans le jeu vidéo, quoi. Vraiment. Ouais, carrément. En Europe, la proportion des ventes est assez différente en fonction des plateformes. On est sur une répartition qui est assez intéressante. On est sur du 44% sur PC. Je trouve ça énorme. Et je trouve que ça reflète une très belle stratégie Day One de Bandai Namco qui a en plus... Alors, la version PC n'est pas la mieux optimisé, ça n'a pas en tout cas amoindri les ventes, mais une vraie volonté de faire un Day One sur toutes les plateformes, PC compris. Le Bandai Namco a aussi traduit le jeu en 14 langues, donc on est vraiment sur, je trouve, un super taf d'édition. Ça fait partie des éléments de langage qu'ils citent eux-mêmes pour appuyer un peu ce succès, et c'est vrai que là, on a le mérite qui revient à FromSoft sur le genre lui-même, mais la sortie, le marketing dont on parlait la semaine dernière, les traductions et tout, ça c'est le taf vraiment de l'édition, et Namco Bandai a joué aussi son jeu à haut niveau, quoi. Donc ils sont tout aussi partie prenante du succès du titre. Je pense que ça vaut le coup, peut-être dans une prochaine mission, qu'on revienne là-dessus, parce que From Software appartient à un groupe qui s'appelle Kadokawa, qui est un groupe d'édition. Souvent on désigne From Software comme un studio indépendant, c'est vrai sans être faux, c'est bizarre ce que je dis, mais en termes de jeux vidéo, ils ont un peu ce rôle-là, c'est-à-dire qu'ils sont édités par d'autres, par Sony, par Bandai Namco, par Activision. Et là, moi je veux vraiment en fait soulever le fait que Bandai Namco a fait un super taf. Il y a eu Demon's Souls par Sony. Après, Bandai Namco, ils ont eu le flair, ils ont dit tiens, on va leur faire Dark Souls, le plus gros succès. La trilogie, c'est les Dark Souls.
Après, FromSo est reparti chez Sony avec Bloodborne, est parti chez Acti pour Sekiro, mais quand Bandai Namco revient, c'est pour Elden Ring. Donc à chaque fois, ils ont quand même un pif. Ouais, mais sur les 7 jeux estampillés Souls, ils sont sur les 4 les plus vendeurs, quoi, a priori. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose là au niveau du travail d'édition qui est vraiment, je trouve, assez exceptionnel. On était revenu dans une précédente émission sur tout ce travail marketing qui a été fait. Ça aussi, c'est au crédit de l'éditeur. Bon, évidemment, hein, le jeu est exceptionnel et ça, c'est le studio. Mais voilà, il y a aussi ce succès, c'est aussi le succès de son éditeur, quoi. Chapeau à tout le monde là-dessus. Bamco, comme on dit, hein, va aussi continuer son taf d'édition avec Elden Ring, avec des produits dérivés. Donc là, c'est directement Miyazaki qui a déclaré que sûrement l'univers allait être étendu au-delà des jeux vidéo, peut-être avec des DLC évidemment, mais peut-être avec, je sais pas, des romans, des séries, des films, je ne sais pas. T'as George R.R. Martin qui est associé à Elden Ring, hein, donc c'est lui qui a constitué le lore pour ceux qui ne le savent pas. On peut imaginer, or sans dire que ce soit lui qui va les écrire, parce qu'on sait que déjà il est un peu, il écrit Game of Thrones, déjà ça lui demande beaucoup de boulot, qu'il y ait des nouvelles, des romans qui soient publiés autour, avec son aura, tu vois, sorte de parrainage un peu lointain aussi pour approfondir certains points du lore, ou peut-être des éléments qui n'ont pas pu être intégrés faute de temps ou d'ambition. Ça peut, de toute façon, oui, t'as une licence comme ça entre les mains, tu sais que tu vas avoir, ça va dérouler derrière. Le versant aussi de l'éditeur, c'est de faire fructifier derrière la machine, donc. La moula. Sachez que c'est une stratégie, en tout cas, qui a déjà été réfléchie, commencé à être déployée précédemment avec Sekiro, où donc c'était Kadokawa qui avait publié, je crois, un manga qui chez nous a été publié par Mana Books, qui était en fait une préquelle sur un personnage très précis, hein, le personnage qui entraîne Lou. Donc voilà, ils ont commencé déjà précédemment, donc c'est pas très étonnant que là ils aillent un petit peu plus avant sur cette stratégie-là. En tout cas, si vous êtes saoulé par Elden Ring, c'est pas fini. Oui, je pense qu'il faut s'y mettre. Faites votre deuil. Voilà. Ou en tout cas, faut prendre le train, ça sera, je pense, plus agréable en tout cas. C'est clair. Bon, mais on y va, go, on se lance dans le cœur et le corps de l'émission. C'est beau. c'est plutôt pas mal. Je garde le mic et je garde la main pour te parler de Stranger in Paradise Final Fantasy Origin, donc qui est un spin-off de la série Final Fantasy en mode Souls-like, ou plus précisément en Nioh-like, développé par la Team Ninja, studio de Koei Tecmo, qui va nous raconter la préquelle de Final Fantasy 1. Vaste programme. Mais bon, dans un premier temps, on va parler plutôt prologue. Alors, je sais, je suis relou avec ça, hein, les prologues, hein, je vous en parle souvent, mais c'est quand même quelque chose qui est très important. Un prologue, c'est une lettre d'intention dans la mise en scène, dans la promesse du scénario, ou même dans le rythme qui va être impulsé avec l'action du début du jeu. Un prologue, c'est important car il va nous donner envie, tout simplement, de continuer l'aventure. C'est lui qui va nous dire, vas-y, tu pousses, ou alors, non, j'abandonne direct. Mais un prologue, c'est aussi le moment où le jeu va nous présenter une grande partie de ses possibilités. Cette séquence de présentation, c'est ce qu'on appelle l'onboarding, un peu vulgairement. Alors, l'onboarding, c'est quoi ? C'est de l'UX. Alors voilà comment expliquer un terme chelou par un autre. Tout le monde s'est barré, hein, c'est bon. Non, restez. Donc l'UX, c'est l'user experience, c'est l'ensemble des éléments qui vont aider à faire comprendre aux joueurs les mécaniques nécessaires. Alors en partie et de façon très résumée, mais voilà en gros ce que c'est. Donc la séquence de l'onboarding, il faut qu'elle soit lisible, compréhensible. Souvent, elle est basée sur une mécanique de répétition des actions pour qu'on capte bien, mais surtout pour qu'on retienne. Mais surtout, ce qui est important aussi, c'est que l'onboarding, il doit être ludique. Ça doit pas être un cours magistral, long et pénible. C'est très important, mais pour nous, c'est un jeu vidéo quand même. Il faut quand même un petit peu qu'on s'amuse, même si on doit nous expliquer des trucs. Oui, et puis on a déjà dit, comme c'était souvent compliqué les débuts de jeu, donc c'est un sujet qui est d'actualité encore plus qu'il ne l'a été par le passé, quoi. Alors, l'onboarding, il y a 3 grandes écoles, on va dire. Il y a l'onboarding pratique. Ici, le jeu nous dévoile une situation sans nous expliquer, et pour qu'on poursuive, on devra comprendre et assimiler la mécanique. C'est top parce que ça conserve le flow, c'est la meilleure méthode pour retenir, mais ça demande quand même un sacré savoir-faire pour que ça passe comme naturel, pour pas que ça sonne comme un tuto, justement. Le meilleur exemple, tout simplement, c'est Mario 1, le premier. Donc, meilleur jeu. Non mais chef-d'œuvre. C'était du génie parce qu'à l'époque, le jargon du game design, il n'existait pas. Ils ont tout inventé. Et en fait, ils ont pondu la référence. Premier jeu. Il est cité, déjà il est dans les écoles, mais certainement. Hein, mais non, c'est sûr. C'est l'exemple parfait. Et ça m'étonne pas que tu l'aies choisi là-dessus parce que c'est cristallin, quoi. Voilà, le début de Mario, vous avancez, il y a un Goomba, vous comprenez naturellement qu'il faut sauter et que pour les tuer, il faut leur sauter sur la tête. Par la forme du champignon, t'incite à sauter dessus. C'est exactement l'affordance du personnage, enfin de l'ennemi. Donc voilà, Mario 1, l'exemple pour l'onboarding pratique. Il y a aussi l'onboarding
intrusif. Alors là, t'es au cours de ta partie, le jeu il va se couper et il te montre un carton ou un encart avec du texte. Alors parfois il y a une petite vidéo ou un petit schéma qui illustre le tout, mais c'est pas en fait systématique. Donc l'avantage avec cette façon de faire, c'est que c'est pas très compliqué à réaliser. On peut expliquer énormément de choses, mais l'inconvénient pour le joueur, c'est que c'est la pire méthode. Ça stoppe le jeu, c'est souvent pas clair, c'est pas digeste, et il y a aucune certitude pour les devs quant à la bonne compréhension du joueur. C'est la team la flemme un peu. Là. Je vais te dire, est-ce que tu vas citer mon exemple ? Moi j'ai choisi Monster Hunter. Pour ce qui est, je trouve, assez représentatif récemment de cet onboarding intrusif, c'est-à-dire que tu te manges des cartons d'explications, beaucoup, à chaque arme, t'assimiles, c'est assez compliqué. Et enfin, la dernière façon de faire de l'onboarding, c'est l'onboarding empirique. Alors ici, le joueur, par accumulation d'expérience, en fait, il va comprendre par lui-même les systèmes qui lui sont exposés. Alors, c'est très difficile à mettre en place, il y a des gros risques que le joueur ne capte pas, mais si ça passe, c'est super satisfaisant pour le joueur. Le joueur aussi va assimiler à long terme. Dans l'absolu, une règle comprise dans un jeu vidéo de façon empirique pourrait ne pas être réexpliquée dans une suite de jeux. Alors, ce qui n'arrive jamais, mais dans l'absolu, ça fonctionnerait. Un exemple, Elden Ring. Les Souls. Un apprentissage tout seul à la dure, et c'est même au-delà de l'onboarding, c'est surtout le jeu. Et j'ai un autre exemple, mais on en parlera plus tard, c'est Tunic, cette merveille. Et ce qui est intéressant, que je trouve, c'est que ce que tu dis, c'est que c'est quelque chose que tu as acquis et que tu conserves un savoir pour les suites. Et c'est pour ça où je vois plein de mecs qui sont des vieux de la vieille des Souls, et qui disent au fur et à mesure, ah ouais, je trouve que c'est de plus en plus facile, mais non, c'est parce que tu prends, au-delà de prendre du skill manette en main, c'est que tu comprends et tu décryptes l'univers de mieux en mieux. Et moi je le vois aussi où je suis sur Elden Ring, c'est mon 3e Soul, donc je suis un peu dans le stade middle, tu vois, du From Softhouse. C'est un petit Soul. Et je commence maintenant, ça y est, à avoir acquis des réflexes et tout, qui me font me dire, ça y est, je paye un peu l'héritage précédent, quoi. C'est exactement ça. Mais en vrai, les Souls, comme pas mal de jeux, proposent un onboarding mixte. Le twist, en fait. Bon, en fait, dans les Souls, au début, ils vont rapidement te mettre des petits cartons, la méthode intrusive. Les boss peuvent être aussi interprétés comme des mises en situation pratiques, donc méthode pratique. Et pour ce qui est de l'apprentissage empirique, alors là, disons, c'est tout le jeu, c'est la philosophie des jeux FromSo, tu viens d'en parler, c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, sur tout le titre, voire sur toute une saga. Bon, je pense que c'était important de faire un petit point sur l'onboarding pour justement bien vous faire comprendre à quel point le prologue de FF Origin et son onboarding sont complètement éclatés. Donc la méthode d'onboarding appliquée à FF Origin, elle est... Alors j'attends que je dise nulle, mais elle est mixte, disons. Alors ça débute par un tuto qui est fermé, avec les bases du jeu qui nous sont présentées, et nous on doit reproduire sagement. Et par la suite, c'est la méthode intrusive qui enchaîne et qui nous enchaîne à nous plein de cartons. Oui, parce que ce que tu m'as montré, c'est que c'est l'intrusion, c'est un cambriolage à domicile, là. Bon, très rapidement, du coup, on remarque que c'est un jeu qui en fait trop. Il en fait trop, il fait trop d'un coup, il fait trop de tout. Au début du jeu, en fait, on a trop d'infos. Ça parle trop, on nous présente trop de systèmes, il y a trop de loot, il y a trop de classes. Donc tout ça, rassurez-vous, j'enchaîne, je fais exprès, mais on va y revenir, vous inquiétez pas. Donc le début de l'aventure, c'est littéralement un tsunami d'informations. On a le temps de rien assimiler. Mais bon, après, en fait, tu te demandes si c'est pas un petit peu louche. Est-ce que le jeu, en fait, il veut pas nous endormir ? Ou en tout cas, nous assommer. Comme s'il y avait un truc à cacher. Un loup. Quelques exemples de la lourdeur du jeu. Donc, dans FF Origins, ce qui me permettra aussi de vous expliquer un peu les systèmes. Parce que là, vous dites, mais depuis tout à l'heure, il dit que c'est un Souls-like, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Donc, dans ce FF Origins, qui est un Souls-like, t'as une frappe lourde, légère, avec les gâchettes, classique, vu l'inspiration. Mais t'as aussi une barre d'équilibre, comme dans Sekiro. Bon, tu peux aussi absorber les pouvoirs spéciaux des ennemis, qui va faire tomber en fait ta barre d'équilibre à toi, si par exemple t'absorbes le pouvoir, alors que ta barre d'équilibre, elle est pas top. Attends, je prends des notes. Alors, une fois que t'as absorbé, en fait, t'auras un stock défini de pouvoir que tu pourras jeter à ton tour. T'as un ennemi qui t'envoie un sort de feu, tu l'absorbes, Ah là, Castlevania, sauf que tu le conserves pas, tu le renvoies sur le moment, quoi. Voilà, t'as un stock de 3, tu le renvoies. Mais tu peux aussi choisir des jobs ou des classes, en fait. C'est un truc classique des Final Fantasy. Donc tu peux en choisir 2 en même temps. Et à chaque job, possède sa barre d'équilibre. Et en fait, tu peux jongler entre les deux pour la faire durer. Tu as aussi un moveset qui est par arme. Chaque arme a un moveset. Et tu peux effectuer des coups spéciaux liés à ces armes. Et tu pourras configurer par la suite des combos. Donc par exemple, tu fais R1, R2, c'est un coup spécial. Tu fais R1, R1, R2, c'est un autre. Mais tu peux aller mais bien plus loin. Tu peux en configurer des dizaines. Vraiment, je rigole pas, des dizaines. En ajoutant à l'enchaînement une direction. Par exemple, tu fais R1, stick gauche vers le haut, R2. Et ça, c'est un autre coup.
Avec certains jobs, tu peux aussi lancer des magies. Et pour ça, en fait, il faut que tu charges en fait avec R2. Et en fonction du temps de chargement, plus il sera fort, plus le pouvoir sera fort. Feu, feu plus, feu X. Classique pour les FF. Et dès le début du jeu, tu as les 4 éléments qui sont disponibles. Classique. Mais en fait, pour choisir quel élément, ça va se faire avec le stick gauche pendant que tu charges ton pouvoir. Et si tu veux passer d'une magie blanche à une magie noire, t'appuies sur L3 pour passer pendant que tu charges et que tu choisis ton pouvoir. Et des éléments à la fin du jeu, t'en as pas 4, t'en as 12. T'as 12 magies blanches et 9 magies noires. Et si tu choisis en fait une classe avec une lance, sache en fait que tu peux faire aussi toutes sortes de dégâts. Tu peux faire des dégâts tranchants, contendants, coupants et stock. Tu charges comme une magie et tu choisis avec le stick. T'as aussi une furie pour faire tomber plus facilement la barre d'équilibre de l'ennemi. Tu peux aussi configurer 3 coups spéciaux différents des combos avec un raccourci sur R2. Et donc l'un des 4 raccourcis, c'est la furie que je viens de présenter. Donc là c'est bon, est-ce que je vous ai tous bien assommés ? Ouais, ça y est, j'ai déjà la flemme de jouer au jeu, quoi. Voilà, c'était un peu volontaire, je vous ai présenté une partie des systèmes, absolument pas tous, mais voilà en fait, en gros, qu'est-ce que tu te manges au début, car tout ce que je viens de vous dire, tu te le prends au début, dans le prologue, dans ce fameux onboarding. Ouais, parce que moi j'ai pas encore joué au jeu, mais j'avais essayé la démo à l'époque, une démo qui était déjà assez costaude et qui préfigurait un petit peu le contenu, mais dès le départ, on te donnait ça un petit peu accessible à tout, direct, les magies, les sorts, les machins, les loots. Waouh, c'est vrai que c'est assommant, mais au dernier degré, quoi. Déjà, Nioh, qui était carrément dans ce délire. C'était ce délire. J'avais cru comprendre, j'avais pas joué aux deux, mais j'ai cru comprendre qu'ils avaient un petit peu mis le haut là sur ce genre de choses. Là, ils ont replongé les 2 pieds dedans et la tête en avant, quoi. Voilà, ils sont allés direct. Bon, tout ça, franchement, ça pourrait faire très envie en réalité. Et moi, le premier, si j'entendais cette chronique, je pense que je me dirais, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Parce que FF Origins, c'est un gros jeu à système. C'est du lourd, ça pourrait être très stylé en fait. Mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, on l'a vu, la façon dont tout ça nous est présenté. C'est ultra indigeste. On retient rien, on comprend pas tout. C'est comme un peu manger dans un resto 5 étoiles, mais on va tout te servir à l'apéro et on va t'expliquer tous les plats et on va te dire qu'il va falloir manger tout ça et très vite. C'est assez désagréable. Un autre exemple d'un jeu à système, c'est DMC5, par exemple. Tu vois, mais lui, il fait plutôt pas mal les choses parce qu'il va distiller petit à petit ses mécaniques tout au long de l'aventure. Preuve en est, on acquiert un move de ouf qui change même notre façon de jouer avec Nero, donc l'un des 3 persos, une fois le jeu terminé. L'onboarding dure une run entière avec DMC5. Donc, il y a des façons de faire qui sont un petit peu meilleures, c'était l'un des exemples. Alors on dit que la première impression est souvent la bonne, donc FF Origins, il part très mal. Mais bon, on va pas s'arrêter sur cet adage, et on va voir si le jeu peut nous séduire par la suite. Est-ce que le jeu va nous donner envie d'évoluer dans son univers ? Est-ce que le jeu va nous donner envie de nous investir dans tous ces systèmes ? Et là, il y a un autre souci qui arrive. C'est tout l'enrobage. Alors la direction artistique est, à mon sens bien évidemment, complètement horrible. Vraiment, je trouve ça dégueulasse. À mon sens aussi. Techniquement, je trouve que c'est tout aussi dégueu. C'est vraiment pas indigent, mais c'est vraiment très 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 moche techniquement. Bon, on est sur un milieu de gamme PS3, non ? J'ai l'impression. Ouais, c'est à peu près ça. Pour vous donner une idée, c'est à peu près ça. Les musiques, qui sont en hommage à toute la saga Final Fantasy, ça donne envie de se crever les oreilles. Les arrangements, tu vois, des grands thèmes, ils sont reconnaissables. Mais en fait, pas trop. En fait, c'est comme les niveaux, tu vois, qui sont censés être tirés de tous les FF. Tu les reconnais, mais pas trop. En fait, ils ont choisi des environnements ultra lambda et ils les ont raccordés artificiellement à Final Fantasy. Tu vois, une grotte de feu va se transformer en entre-dit frites tiré de FF8. Une base sous-marine avec un réacteur, c'est un lieu secret de la Shinra de FF7. Une forêt, c'est la forêt maudite de FF9. Pourquoi s'embêter ? Bon, honnêtement, il n'y a que le monde de FF12 qui pourrait être facilement désigné. C'est le tombeau du roi que tout le monde connaît. C'est vraiment, à mon sens, le seul truc tu fais « Ah ouais, c'est FF ». Ok. Et je trouve que c'est assez dommage, parce que ça fait rêver, je trouve, comme promesse de revisiter les mondes de FF en mode Souls-like, avec une façon différente d'arpenter ces univers-là. Est-ce que toi, ça t'aurait fait envie aussi ? C'est vrai que j'allais te questionner là-dessus. L'argument du fanservice, quand on s'intéresse à la licence FF, est assez puissant et assez générateur d'attention en général, quoi. Et rien que pour ça, ça aurait pu être un argument pour moi de me dire, vas-y, c'est comme si je visitais un parc à thème avec l'allée FF7, tiens, l'attraction FF8. Mais j'ai pas l'impression qu'on y trouve son compte en termes de fanservice, quoi. Non, parce que c'est le contraire, tu vois, ils ont pris des trucs lambda, ils ont fait le chemin inverse. C'est qu'ils ont raccordé ça à FF par des biais qui sont pas très joyeux, pas très agréables. Les mondes, c'est le cas. Les ennemis, il y a des ennemis qui sont très reconnaissables, mais vous allez pas tomber sur Seymour ou Sephiroth. C'est jamais explicite, genre on croise pas les héros des jeux, on se lie pas à la trame des jeux en question. Tu visites des mondes.
C'est encore moins intégré que Kingdom Hearts, quoi, dans l'idée. Ah oui, quoi. complètement. Après, tu es un étranger au paradis. C'est le titre du jeu. On va voir est-ce qu'il y a une quelconque explication à ça. Un autre élément qui est complètement lambda, c'est les personnages principaux, qui sont au nombre de 5. Et là, je ne vous spoil pas, hein, tout était dans le premier trailer et même dans le premier art, où on voit les 5 personnages. Ça aussi, c'est dommage, hein, car FF, c'est un peu le chantre des héros charismatiques. Mais bon. Vous allez me dire, oui, mais c'est volontaire, dans les premiers FF, les héros, c'était des coquilles vides. Certes, mais ici on incarne Garland. Et dans FF1, Garland c'est un ancien chevalier, le meilleur du royaume de Cornelia, un royaume qui a été corrompu par le chaos, ce même chaos qui a perverti Garland. Et FF Origin, on va vivre sa transformation en figure du mal. C'est un peu comme la transformation de Gabriel en Dracula dans Lords of Shadow. Sauf que dans Castlevania, ce twist, c'est peut-être l'un des plus beaux et incroyables du jeu vidéo. J'aime bien ce jeu, je n'ai pas du tout mis l'emphase dessus. Alors, mais c'était un secret à l'époque, que je viens de vous révéler du coup, désolé. Et Gabriel, il était vraiment trop classe. C'est rien à voir avec Jack Garland de FF Origin. Qu'est-ce que tu penses de cet homme en t-shirt C'est le problème du jeu, c'est que dès son annonce, on a vu des persos mais complètement random. On a l'impression qu'ils sont sortis d'un éditeur de persos de Dark Souls justement, et qui ont l'air d'avoir des dialogues écrits avec les pieds et qui dégagent rien, quoi. Enfin, à part juste... sans l'expression, je trouve elle fonctionne bien, mais il a une tête de con, quoi. C'est le mec, t'as l'impression qu'il est toujours vénère, toujours en mode ouais, vas-y, on va tuer KO, quoi. Il a que ça en tête, quoi. C'est un peu grossier dans tous les sens du terme, un peu on met les pieds dans le plat. Donc c'est le studio c'est Koei Tecmo, c'est Team Ninja, donc Itadaki qui était très important mais qui ne fait plus partie de l'équipe, mais qui était connu aussi pour ses bravades, Dead or Alive, ce genre de truc. C'était quelqu'un qui allait pas à demi-mesure, quoi. Il y a un peu cet esprit-là, mais bon, surtout il y a eu des déclarations officielles de Nomura qui disaient mais ne vous inquiétez pas, tout ça est tout à fait logique, vous allez voir qu'est-ce qu'il en est du scénario. Mais bon, juste pour reprendre, hein, contrairement à Lord of Shadow dans FF Origin, c'est pas un twist, on le sait depuis l'annonce du jeu qu'on incarne Garland. Mais vous allez me dire, oui, mais c'est volontaire, c'est méta, t'as rien capté. La carte méta, elle est quand même très très pratique et bien utile, celle-là. Alors j'ai peut-être rien capté, c'est vrai, mais franchement, est-ce que c'est vraiment compréhensible ce jeu ? C'est ça le souci. Je trouve que ce côté méta, il est ultra décevant dans son application, dans sa conclusion, dans son aboutissement. Et je me questionne aussi beaucoup sur sa présence. Pourquoi faire du méta dans cette origin story ? Tu vois, dans ce jeu, il existe plusieurs espaces-temps en fait, et chaque espace-temps correspond à un Final Fantasy. Ce qui est marrant, hein, car c'est le propre de chaque FF, c'est qu'ils sont indépendants, tu vois, contrairement au 7 et au 10. Clin d'œil à ceux qui savent. Mais tu vois, c'était quand même l'un des propres de la saga FF. Tu vois, pourquoi vouloir tout mélanger, tout inclure ? Pourquoi vouloir rendre ça méta ? Tu vois, les délires de Nomura et Nojima, perso, moi, je te jure, j'en peux plus. C'est que il y a eu des déviances, je trouve, fait sur la série Kingdom Hearts 3, qui m'a complètement laissé sur le côté. FF7 Remake, on est un petit peu épargné, même si ce délire méta est quand même très présent, plutôt à propos, je trouve, par rapport à ce que raconte le jeu, mais je trouve qu'on est sauvé, épargné pour l'instant, c'est plutôt sympa et cohérent. Mais je suis tétanisé, c'est-à-dire que là, quand je vois ça, quand je connais le travail de Nomura et Nojima, mais si Nomura s'éloigne un peu, Nojima reste à la barre sur FF7 Remake 2 sur le scénario, moi je suis vraiment, j'ai peur. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça, ce méta, ce Nojima, Nomura ? Au-delà de Square Enix, c'est quelque chose qui est dans l'air du temps, en fait, j'ai l'impression. On a vu même Marvel, Spider-Man et tout, il faut toujours être méta, la blague méta, on a réduit souvent même le propos d'une œuvre à son gimmick méta, ce qui ne devrait rester qu'un gimmick en fait, et qui prend toute la place. Et c'est quelque chose, à la base, je suis un peu client aussi, je trouve ça plutôt cool d'avoir une œuvre qui réfléchit sur elle-même et tout, mais là c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Expression bien connue, n'est-ce pas ? Donc il y en a marre du méta, et puis faut que ça soit bien utilisé, quoi. Ouais, mais comme tu le dis, c'est devenu aussi un sorte de mot magique pour tout justifier. Et t'as les mecs qui disent ah non mais c'est nul donc c'est bien, tu vois, genre moi j'en peux plus de cette ritournelle là. C'est nul donc c'est bien, c'est devenu le nouveau truc. On parle plus des choses qu'on aime, on parle des choses qui sont nulles. Et ah là là, lol, c'est nul donc on s'est marré, c'était trop cool. Enfin, là, en l'occurrence, pour le côté méta, on peut entendre peut-être cet argument. Le côté nanardesque, c'est dur à dire, nanardesque, peut être évoqué aussi. C'est tellement les dialogues et le script est tellement mauvais que ça en est grossier, mais drôle, absurde et tout. Moi, je l'ai pas du tout pris comme ça. Je trouve vraiment que c'est premier degré, très sérieux, nul en fait. C'est vraiment, moi, je trouve ça très 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 dommage. Mais bon, si vous êtes un vrai fan pur et dur, vous allez me dire, oui, mais c'est normal, dans FF1, il y a du voyage dans le temps.
J'imite beaucoup les fans de FF aujourd'hui. Alors en effet, dans FF1, Garland il est bien bloqué dans une faille temporelle, et il est bien question dans le jeu de boucle de temps qui rend le personnage de Garland éternel. Mais entre nous, dans FF Origin, je vous dis pas la fin, mais c'est éclaté. On comprend rien, c'est pas intéressant, et on peut chercher tout le méta du monde, c'est, je trouve, complètement à côté de la plaque. Le scénario présenté dans Origin, il est bien plus abscon que celui de FF1, alors qu'à l'époque, il n'y avait pas de scénar, justement. Et là, on nous a sorti la carte méta pour raconter une origin story, ce qui se passe avant Final Fantasy 1. C'est, je trouve, très dommage, encore une fois, un postulat qui aurait pu être, pourquoi pas, super intéressant. Ouais, puis retourner aux sources de Final Fantasy et s'intéresser au premier épisode, c'est quelque chose que Square Enix n'avait pas fait vraiment depuis... Enfin, n'avait même jamais fait tout court. On s'attend plus à ce qu'ils aillent lorgner sur FF7, FF10, FF13, peut-être même les jeux un peu plus sexy pour les joueurs. Mais le FF1, c'était à la fois, je trouve, un peu courageux et qui avait un fort potentiel, mais ça a l'air d'être une belle plantade au final, quoi. On va s'intéresser un petit peu à pourquoi ils ont fait ça. Il y a un autre truc qui est aussi un peu à côté de la plaque, c'est l'inspiration principale du jeu, qui est Dark Souls et Nioh. En interview, les devs ils racontent que l'impulsion est venue de Nomura. Ils voulaient raconter l'histoire de Garland dans un jeu d'action. Bon, ok, je prends la décla telle qu'elle est. Mais comme je le ressens, après avoir fini le jeu, le postulat, je pense qu'il était plutôt né de faire un Souls-like. Tout simplement, il voulait faire un Souls-like. Mais bon, le problème, c'est que pour Square Enix, ça reste un pari de créer une nouvelle IP. Du coup, pourquoi ne pas prendre la plus grande licence de l'éditeur, Final Fantasy? La question après, c'est qui va développer ça? Square Enix, ils ont bossé avec Koei Tecmo et Team Ninja sur Dissidia NT, donc le jeu de combat en façon FF en arcade, et ce studio, il a aussi fait les deux Nioh. Nioh, c'est un Souls-like, allez, banco. Et puis Koei Tecmo, c'est devenu le sous-traitant number one du Japon, hein. Chacun va aller voir pour faire des Musou ou ce genre de choses, donc dériver son univers dans un Musou, donc il y a eu Square Enix aussi avec Dragon Quest, on a Nintendo avec Fire Emblem, donc... C'est vrai. Autre problématique, c'est comment parler de tous les FF dans un seul jeu. Alors c'est un détail important pour le fanservice, car oui, pour moi, ce côté méta, il est uniquement marketing. Comment tout relier? Comme c'est un jeu d'action, pourquoi ne pas faire tourner ça autour des jobs de Final Fantasy et choisir Final Fantasy 1, car il y a du voyage dans le temps. Du coup, tu mets même des persos gros random en plein milieu, ça suffira. Allez, banco encore. Donc tout ça, c'est une fanfic, je l'invente, mais je le sens vraiment comme ça. Nico, t'en penses quoi de ce scénario fantasmé, mais qui est... J'ai essayé d'imaginer quelque chose qui va plus loin que Nomura, qui est frappé par la grâce, et qui a envie de faire un jeu racontant Garland dans un jeu d'action. Oh, c'est l'éternel débat entre la beauté des discours et l'application concrète derrière. Tu vois, comme genre Miyamoto qui pense à Pikmin en faisant son jardin, bon, on sait que la réalité est quand même un petit peu différente a priori, donc... Bon, c'est normal qu'ils essaient de vendre leur soupe, après, leur storytelling, ça fait partie du business, quoi. Ce qui est sûr, en revanche, c'est l'inspiration, c'est les Souls, sans aucune hésitation. Alors, ok, c'est l'équipe de Nioh, mais je pense qu'il faut pas se leurrer. En ce moment, et ça depuis des années, c'est FromSoft qu'il faut copier, pas Nioh. Donc il y a énormément de choses qui sont empruntées aux Souls, mais à chaque fois, ça tape juste à côté. C'est un peu comme une blague avec un mauvais timing. C'est pas drôle, et ça devient gênant, et leur inspiration des Souls, c'est systématiquement ça. On va passer en revue quelques exemples. Les panoramas à la Souls. Donc là, il y a des niveaux, tu tapes dans des châteaux, des remparts, c'est très très vaste, tu vois très très loin, sauf que dans FF Origin, tu peux aller nulle part, tu peux rien visiter de ce que tu observes, ce qui est l'absolu inverse de ce qui est un Souls. La narration aussi, propre aux Souls. Alors d'emblée, je vous le dis, la narration environnementale, il n'y en a pas dans FF Origin, car c'est ultra chaud à faire. En revanche, dans les Souls, ils ont observé que il y a beaucoup de narration dans la description des objets. Du coup, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un collectible pour raconter le scénario. C'est du génie. Ils ont fait, dans les Souls, ils ont raconté l'histoire en lisant les descriptions d'objets, et si on faisait un objet qui va s'appeler les mémoires, et c'est l'objet qui va raconter. Mais c'est du 101 en fait. Je les vois sur leur tableau là en train de relier les points, mais tu sais, salement on va tout objet, voir, en fait. Narration. Bon, au passage, la narration elle est complètement fumée, ça tout passe par les objets que je viens de décrire, et par quoi? Par les temps de chargement. Je vous assure que l'essentiel des informations sur le côté méta, tout ça, c'est pendant les temps de chargement. Bon, il y a aussi un autre exemple là sur mes Souls, les noms des lieux, des objets, des personnages. Tu vois, dans les Souls, c'est quelque chose de très identifiable, avec beaucoup de style. Dans FF Origin, ils ont un peu essayé de faire pareil, tu vois, mais ça marche un peu moins bien. Dans les Souls, tu as des lieux comme le faubourg de la cathédrale, ou des objets comme l'œil d'un chasseur ivre de sang. Dans FF Origins, tu as la tour infernale des enfers. Tu as la vallée du tonnerre lointain défiant. Et un objet qui s'appelle par exemple un protège-main de brute. Tu vois l'amoncellement de qualificatifs, de faire des noms à rallonge, mais il y a
sans aucun style, sans aucun... C'est très très dur. Là, Ah moi, oui, vraiment, bah on se moque souvent en disant le Dark Souls Wish ou tu sais la copie un peu un Très- mock-up dégueulasse quoi. très, Mais on très est en dur. plein là-dedans quoi. très très dur pour Wish là quand même. Là c'est vraiment bon, tant qu'on parle des lieux et donc des niveaux, ils ont tenté de faire un level design à la Souls en fait. Mais ça marche pas non plus, hein. Il y a bien des raccourcis, hein, des cordes, des échelles que tu débloques. Il y a des feux de camp, hein, même avec les mêmes effets, sauf que c'est des cubes cosmiques. Hein. Mais ça suffit pas. En fait, faire du lugubre comme dans Bloodborne, hein, c'est pas juste mettre le joueur dans le noir. Bah, c'est pourtant ce qu'ils ont fait. Tous les niveaux sont sombres, tous les niveaux sont gris, c'est des couloirs qui tournent en rond, et pourtant, on arrive à se perdre. Et si on se pomme, bah, c'est parce que rien n'est reconnaissable, tout se ressemble. Alors que le matériel de base hein, est dingue, c'est les niveaux de Final Fantasy quand même. Ils ont réussi à faire des niveaux sans âme, alors qu'ils avaient ce terreau-là. Je trouve que c'est une sacrée performance en fait. Allez, dernier élément, c'est le loot. Tu vois, dans les Souls, tu lootes beaucoup, tu récoltes beaucoup de petites choses, mais tout a une utilité, tout a un sens. Dans Nioh, hein, c'était déjà un petit peu l'enfer, hein, le loot. Mais ici, c'est un monde ailleurs, en fait. C'est le jeu avec le plus de loot que j'ai vu de ma vie entière. En 20 heures, j'ai dû choper 5000 armes. 5000 armes, et je suis très très sérieux. Et là, je parle juste des armes, parce que je sais qu'il y a des armes, il y a aussi des armures, c'est complètement fou. En traversant un seul niveau, tu vas changer parfois 5 fois d'armure. Il y a tellement de loot qu'il y a un bouton pour équiper automatiquement les meilleurs trucs sur ton perso, mais aussi sur toute ton équipe. C'est impossible de faire autrement. Et ça, je trouve que ça n'a pas de sens. C'est comme faire un système de combat mauvais, lent, mou, et dire, bah ouais, mais on vous a ajouté une fonction x2. Là, ils ont fait un loot qui est indécent. Ils ont dit, ouais, mais attendez, vous avez un bouton pour équiper tout seul. Ça, je trouve que c'est complètement incohérent. Et le souci, c'est qu'on a trop de choses et c'est pas de la générosité. En fait, je trouve que c'est un petit peu de la maladresse. Comme on a beaucoup de choses, on s'attache à rien. C'est l'inverse des Souls dans lesquels, tu vois, là, tu trouves peu d'armes pour ton build à toi. Tu tombes sur plein de trucs, mais c'est jamais pour toi. Tu vois, monter une arme dans les Souls, c'est long, donc tu t'y attaches. Dans FF Origins, tout est jetable. On s'attache à rien, et au passage, on ressemble à rien, parce que comme tu as beaucoup de niveaux d'armure, bah, tu vas te retrouver avec un chapeau de cow-boy, un masque de Covid, un Pancho Villa et des Air Max, tu vois. J'exagère à peine. Vraiment, j'exagère à peine. Ouais, mais ça me semble cohérent avec le destin du jeu en fait quoi. Le jeu un peu Kleenex quoi, que tu passes un moment dessus puis tu l'oublies, tu le jettes. Ouais, faut-il arriver à la fin, hein, quand même. Bon, des exemples comme ça, il y en a des dizaines, hein, mais vous l'avez compris, les emprunts aux Souls sont malvenus, mal appliqués, à mon sens, évidemment. En revanche, le jeu, il possède un point fort, quand même, c'est les jobs. Ce FF Origin, dans son système de combat, c'est du Nioh. C'est plus speed qu'un Souls, et il y a plus d'options de jeu, vous l'avez constaté. C'est un petit peu mou, il n'y a pas trop de punch non plus. Bon, mais je vais pas enfoncer le jeu plus que j'ai fait. Mais bon, ici, dans FF Origin, en fait, tu vas pas construire ton build comme dans un Souls. En fait, ils sont déjà faits. C'est les jobs, les métiers ou les classes, hein, vous l'appelez comme vous voulez. En revanche, ces jobs, il va falloir que tu les débloques. Pour ça, en fait, tu dois amener chaque job au niveau maître, par un système de sphérié classique à la FF. En fait, quand tu vas amener un job à un niveau maître, tu vas pouvoir potentiellement en débloquer d'autres. Tu vois, t'as le mage noir, mage blanc, chevalier dragon, t'as une trentaine de classes, c'est extrêmement riche, et t'as même des jobs ultimes. T'as des trucs que t'as presque des fois... Alors, ça a été évoqué dans certains FF, mais c'est pas des vrais jobs. Bon, je vous laisse la surprise pour tout ça, mais c'est un peu le seul truc cool du jeu, donc on va pas trop spoiler quand même. Ouais, mais ça reste classique shit, FF3, Bravely Default et compagnie quoi. Enfin, Oui. c'est la progression, le système de job tel qu'on le connaît finalement quoi. Et tu as raison, exactement. Efficace mais pas original. Je dis un truc classique pour rien spoiler évidemment, mais par exemple, tu veux le mage rouge, bah, tu l'as pas comme ça, tu vas pas le trouver, c'est pas un objet. Il va falloir que tu amènes ta classe mage noir à fond, ta classe mage blanc à fond, ça va te débloquer la mage rouge. Ouais, il y a quand même une cohérence, c'est pas juste Oui, oui. tu tiens, je fais le voleur puis je débloque Non. l'illusionniste. Exactement, je sais pas, t'as un moment, t'as la classe ninja, mais pour avoir la classe ninja, il va falloir que tu débloques la classe samouraï, etc., etc. Et sachez qu'il y a des classes et donc des jobs ultimes qui sont vraiment dans un tableau différent, où là, t'as des trucs de ouf, genre t'as sage, mais pour avoir sage, il faut que tu débloques paladin et guerrier. Alors j'ai dit au pif, c'est pas exactement ça, mais t'as compris l'idée, quoi. Ouais, mais chaque classe du coup resterait un équipement et des armes particulières.
Bah exactement. Pour chaque job, tu as une arme, un moveset, des coups spéciaux, etc. Tout est lié au job. Et ça, c'est assez génial car c'est ce qui donne en fait la personnalité au système de combat. Bon, le jeu, il est un peu dur aussi. Hein. Ouais, ce que j'allais te demander, c'est vrai que c'est la question habituelle sur les Souls-like. Comme un Souls, hein. T'as un peu compris l'idée. Bon, ce qui est intéressant, c'est que certaines zones et certains boss seront plus adaptés à certains jobs. Et ça, c'est grave intéressant parce qu'en fait, il faut tester différents jobs dans différentes situations pour trouver celui qui est vraiment adéquat. Et si tu passes en mode facile, ce que j'ai fait, j'avoue, à la fin du jeu, parce que je m'ennuyais, la fin est interminable, c'est vraiment horrible. Et en fait, du coup, quand tu passes en mode facile, t'as plus ce niveau de lecture. Tu roules sur le jeu, point barre. Alors autant te dire que l'ennui, moi je m'ennuyais, je suis passé en facile, horrible quoi. Ouais, ils auraient dû faire un mode intermédiaire un peu. T'as 3 niveaux de difficulté de base, et quand tu finis le jeu, t'en débloques un 4e qui est le mode KO. Donc si j'ai un conseil à vous donner, ne passez pas en facile, vous allez peut-être vous gâcher la seule qualité du jeu, et celle-là elle est vraiment sympa, parce qu'il y a des boss qui sont un peu compliqués, et en fait, c'est pas parce que t'as débloqué le niveau maître de la classe que tu aimes bien, que tu vas lui rouler dessus, il faut que tu testes en fait, et tu dis ah ouais mais c'est cette classe-là qui va mieux aller à ce boss ou à ce niveau, et ça c'est quand même assez sympa. Et juste, un dernier point là-dessus peut-être, mais c'est l'évolution elle est continue tout au long du jeu, genre tu débloques pas toutes les classes au bout de 3 heures, et après tu fais que alterner l'une à l'autre. Tu t'en souviens quand je jouais, je te disais non mais je suis niveau maître, niveau 30 de telle classe, et en fait non, t'as en tout une trentaine de classes que tu débloques au fur et à mesure avec ces sphériés, donc t'arrives à la fin du jeu en ayant maxé les classes ultimes, c'est plutôt progressif et cohérent, ça c'est plutôt pas mal. Tiens, niveau contenu, moi j'ai terminé le jeu en 20 heures, sans faire de quête annexe. En même temps, les quêtes annexes, elles font pas du tout envie. En fait, les quêtes annexes, t'es droppé dans un niveau que t'as déjà fait, mais tu vas le traverser pas dans le même sens. Le voyage entre les niveaux et les quêtes annexes, c'est sur une map monde. Alors ça, c'était façon Nioh. Mais bon, du coup, c'est assez difficile d'avoir un sentiment un petit peu d'aventure. Le souci, c'est que je comprends pas pourquoi ils se sont inspirés de ça pour Nioh, hormis, c'est vrai que la facilité, c'est un petit peu plus sympa, je trouve. Enfin, un peu plus facile pour Ouais, et juste, j'aurais dû poser la question avant, mais on est dans une progression par niveau à la Nioh, c'est pas un monde cohérent à la Dark Souls, où voilà. Ouais, c'est en fait, t'es sur une map monde, tu passes de niveau en niveau, t'as une certaine liberté du choix de la mission, une certaine liberté dans les choix des quêtes annexes, mais voilà, t'as pas une grande aventure, tout ça n'est pas cohérent, ce n'est pas du tout Dark Souls 1, et ces quêtes annexes, qu'est-ce qu'elles vont nous donner? Alors, la possibilité peut-être de trouver des collectibles pour avoir du scénario, mais en règle générale, ça reste du loot. Donc moi, tu me donnes dans la quête annexe du loot alors que j'ai déjà 5000 armes, je trouve que c'est pas ouf. Quelque chose que j'ai pas pu tester, c'est la coop. Voilà, on peut faire. Donc, t'es tout le temps accompagné pendant le jeu. T'as toujours 2 collègues qui sont avec toi. Tu vas pouvoir leur donner quelques ordres. Mais voilà, tu peux jouer en coop. Donc, est-ce que le système de combat étant le truc le plus sympa, avec 2 potes, tu peux peut-être un peu trouver un autre intérêt. Si vous avez des amis que vous n'aimez pas, voilà, vous savez quoi leur offrir à Noël. Peut-être. Donc voilà, juste pour une précision sur ce système de combat, un truc qui est rigolo, c'est que Final Fantasy 1, à l'époque, avait pour nom de code Fighting Fantasy, donc c'était le nom des livres dont vous êtes le héros. Donc faire un jeu plus action pour une origin story, moi je trouve que ça se tient, l'anecdote est rigolote. En tout cas, je trouve ça beaucoup plus cohérent que le scénario de Nomura. Tu vas chercher les points positifs bien cachés. Moi, je terminerai sur un petit débat. En fait, il existe une différenciation entre une œuvre d'art et un produit culturel. Ça débat souvent sur qu'est-ce qu'un jeu vidéo. Est-ce que c'est une œuvre d'art, un produit culturel? Perso, j'ai aucun souci à dire que le jeu vidéo, c'est des produits culturels. Et dans ma bouche, c'est pas du tout péjoratif. Mais s'il fallait faire une distinction, je dirais qu'un produit, c'est quelque chose qui est fabriqué avec un cahier des charges. Et une œuvre, c'est quelque chose qui est inspiré par une envie, par une pulsion artistique. Je pense que vous avez compris, ce FF Origin, à mon sens, est bien plus fabriqué sur un cahier des charges d'un Souls qu'inspiré par une vraie volonté artistique. Et c'est très dommage, tout ça. Donc en gros, t'as surkiffé, quoi. Voilà. Tout ça pour ça. Donc je sais pas si je vous ai donné envie. Sachez qu'à ce qui paraît, j'ai un super pouvoir qui, quand je parle d'un jeu que je n'aime pas, fait envie. C'est probable, parce que tout ce délire sur les systèmes qui sont très fouillés, très poussés, peuvent donner envie. Donc pourquoi pas, je sais quand j'ai commencé à en parler à la rédac, Ken a eu l'œil brillant, et il m'a dit mais c'est quoi ce truc, c'est génial. Mais moi je sais que j'y toucherai pas parce que je te connais, je sais que t'es un mec à système et que tu peux tomber là-dedans, et rien que pour le plaisir de traficoter, de tester, de machin, ça peut te faire perdre des heures et des heures. Donc si même là ça t'a pas accroché, je pense que ça en dit long sur le résultat du jeu, quoi. T'as fait la démo, mais est-ce que tu vas peut-être le lancer? Non,
Ah non, j'ai pas le time pour ça, quoi. Il y a tellement de trucs cool à faire à droite à gauche, je lui accorde même pas une minute, quoi. Parce qu'en l'occurrence, tu es sur un autre jeu qui s'appelle Elden Ring. On a parlé du phénomène tout à l'heure et on va continuer d'en parler dans ce top 3. On va continuer d'en parler dans une prochaine émission EX. On va continuer d'en parler dans pas mal de chroniques. Mais que voulez-vous? C'est lui qui fait l'actu. Ce top 3, aujourd'hui, c'est l'interlude, hein, évidemment, va parler du top 3 des Elden Ring Killers. Qu'est-ce que c'est un Elden Ring Killer? Alors, on sait qu'en fin d'année, on fera le bilan, on fera qui est le GOTY de 2022. Là, on mise tous notre argent sur Elden Ring, évidemment, mais on se dit quel jeu pourrait lui faire de l'ombre. Est-ce qu'on peut dire que déjà on n'y croit pas? C'est-à-dire que Ah oui, non, mais soyons clairs, moi ça va être un peu des trolls où je vais essayer de twister un peu le truc, mais pour moi il n'y a pas de débat et je vois aucun jeu qui pourrait enfin ça veut pas dire que les autres jeux seront pas bons et tout, hein, mais je pense qu'Elden Ring, personne va lui shipper la couronne, quoi. Shipper la couronne d'Elden Ring, c'est le sujet de ce top 3. Nico, commence avec ton top 3. Ça, alors je disais, je vais un peu troller, mais je vais dire mon top 3 qui va voler le GOTY, ça sera Tunic. Ah, Tunic, le jeu qui est sorti, à l'heure où on vous en parle, il est sorti hier, donc on y a joué un tout petit peu tous les deux, enfin toi un peu plus que moi, mais on est déjà sous le charme, ça a l'air super cool. Mais voilà, tu l'as dit, Hades a fait cas d'école d'un jeu indé qui devient le GOTY chez certains médias et tout. Ouais, qui a failli être en tout cas GOTY chez Geoff Keighley, mais il a failli. Tunic, qui est donc un Zelda, Dark Souls, jeu indé, donc qui coche pas mal de cases de l'ère du temps. Au-delà de sa surcouche super mignon, super jolie, et de ses très très bonnes idées qu'on a juste à peine effleurées, pourquoi pas Tunic GOTY? Jeu qui a l'air extrêmement intelligent. Et vraiment, je le sens bien. Là, tu parlais des jeux faits par des pulsions artistiques et créatives, je pense qu'on est en plein dedans, quoi. Et pour autant, qui a clairement une inspiration. Clairement, oui, mais c'est pas sale. Hein. Ouais. Exactement, c'est pas sale. Et même sale. Zelda, dans son côté représentation de l'aventure, enfin, le héros, il est sapé comme Link, quoi. Donc, exactement. Je pense que personne s'en cache, quoi. Personne. Mon top 3 à moi, c'est Starfield. Je pense qu'il peut être un prétendant au GOTY. Alors c'est absolument pas ma cam, hein. Moi je suis pas un Bethesdos, un adorateur de ces jeux, mais bon, un nouveau jeu du studio Bethesda, c'est vrai que bon, dernièrement c'était pas la folie, mais c'est quand même, voilà, les gens derrière Elder Scrolls, derrière les Fallout, Starfield se fait attendre et donne plutôt envie sur les derniers trailers, ça a l'air magnifique. Je pense qu'il y aura une grosse hype, et c'est vrai que Todd Howard en parle comme un Skyrim dans l'espace. Skyrim, ça fait 10 ans que les gens attendent la suite. Je pense que ça peut exciter. Enfin, c'est un très bon choix à mon sens. Pourquoi pas Starfield? Je sais pas si ça sera mon GOTY, mais s'il y a bien un prétendant, c'est peut-être lui. Vas-y pour ton top 2. Mon top 2, Breath of the Wild 2, la suite de Breath of the Wild. Alors déjà, est-ce qu'il sortira en 2022? C'est pas gagné. Et là, les gens vont dire, mais pourquoi qu'en 2? C'est un scandale. Je pense que Breath of the Wild, enfin, comment je le perçois moi, c'est que déjà, je suis quand même moins excité parce qu'on a eu le choc Breath of the Wild, donc ce choc, on l'aura pas deux fois, c'est certain. Mais par rapport à un Elden Ring qui est fabuleux et tout, mais qui dans son gameplay, finalement, prolonge l'héritage des Dark Souls, donc n'est pas surprenant de ce point de vue-là. Je pense que Breath of the Wild 2 va peut-être reprendre l'univers, la magie, l'exploration, etc. qu'on connaît, mais va surprendre par son gameplay, de par les idées qu'ils vont amener. Et c'est peut-être ça qui va le faire se distinguer un petit peu plus de la suite 1.5 qu'on pourrait craindre, quoi. Eh ben, c'est aussi mon top 2, Breath of the Wild 2, qui est aussi en numéro 2. Je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire. J'ajouterai que j'ai quand même bon espoir alors pas que ça soit un Majora de Ocarina of Time, parce que ben voilà, Majora était fait dans la pression, tout ça avait transpiré dans le jeu, il avait beaucoup de personnalité. Néanmoins, il y a vraiment beaucoup d'années qui se sont passées depuis Breath of the Wild, donc il y a eu un souci, ils ont renversé la table de thé, comme le dit Miyamoto, ou alors ils sont en train de faire un truc de ouf. Donc peut-être qu'on va on va se prendre une claque, donc allez, Breath of the Wild, retour Breath of the Wild 2, pourquoi pas, moi j'y crois. Donc voilà pour mon top 2. Et ton top 1, qui est le Elden Ring Killer? Je sais que tu es sceptique là-dessus, mais je veux dire FF16. Alors pourquoi FF16 hein, un FF2+, ça reste une grande saga, et sans aucun doute FF16 sera cool, mais voilà, je pense qu'il y a une appétence pour les FF, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un grand FF, tu parlais, on se reprend des spin-offs dégueulasses, donc je le sens bien dans l'air du temps, ce côté dark fantasy réaliste, ça me paraît être aussi assez pertinent dans l'époque. On a la team FF14 qui est dessus, donc ça peut garantir déjà un scénar et des musiques de ouf. Donc tu vois, les éléments sont un petit peu en place, je trouve, pour remettre FF au panthéon du jeu vidéo, quoi. Je suis d'accord, un côté plus action RPG, encore plus assumé qu'avec FF15. Franchement, oui, moi c'est le jeu que j'attendais le plus cette année. FF16, je suis fan de Final Fantasy, évidemment, mais j'y crois pas
qui puisse détrôner Elden Ring, dans le sens où déjà la claque graphique, c'est important, je pense, pour être un GOTY, de sonner tout le monde en disant regardez ce qu'on peut apporter, même si t'as parlé de jeux indés, Tunic ou Hades, tu vois, qui ont pu marcher au-delà. Qui était magnifique. Mais qui était magnifique. Là, ce qu'on a vu des trailers, je sais pas si ce jeu va se distinguer par sa technique. Est-ce qu'il va révolutionner quelque chose ? Je sais pas. Je suis sceptique, même si je l'attends comme un malade, évidemment. Oui, mais je sens bien le petit up graphique, tu vois, ça fait 1 an et quelques qu'on l'a pas revu. Et le dernier argument pour moi, c'est que je pense qu'il va être reporté. FF7. Je vous l'ai dit dans la précédente émission, Forspoken glisse en fin d'année. Je pense qu'ils vont pas balancer 2 bangers à Noël. Pour moi, il est reporté. Who knows? Who knows? Mais moi, je le dis. Mon numéro 1, le Elden Ring killer pour moi, c'est God of War, Ragnarok, et cela pour plusieurs raisons. Et celui-là, c'est pas un troll, j'y crois pour de vrai. En fait, déjà, c'est un jeu qui sera un jeu de fin d'année. Et ça, dans les têtes, c'est hyper important. C'est comme les Césars, c'est comme les Oscars. Les films et les œuvres qui sortent proches des cérémonies sont plus marqués dans l'actualité, sont plus marqués dans les esprits. Et souvent, on couronne rarement un jeu du début d'année. Contre-exemple, l'année dernière, oui, mais parce que c'était une année peut-être plus chiche en grand jeu. Mais c'est vrai que c'est un argument con, mais totalement imparable. God of War, c'est aussi une licence qui est un peu plus connue que Elden Ring, qui est plus fédératrice. Donc oui, c'est pas Elden Ring, les FromSo sont passés dans la cour des grands, dans la cour du grand public. Ce n'est plus un jeu de niche. God of War a derrière lui une licence connue de plusieurs générations, un porte-étendard de Sony vendu à plus de 50 millions d'exemplaires. C'est pas n'importe quoi. Je pense que c'est encore au-dessus d'Elden Ring. C'est aussi un nouvel argument. Le premier épisode, le reboot de 2018, était un jeu GOTY. Et c'était pas un n'importe quel jeu GOTY, il a détrôné Red Dead 2. C'est-à-dire que pour moi, Red Dead 2, c'est un jeu de ma life. Donc, il a quand même fait cet exploit-là de dépasser Red Dead 2. Et si vous avez écouté la chronique de la semaine dernière, en proportion, les numéros 2 sont toujours des meilleurs jeux que des numéros 1. Donc, est-ce que la suite du titre GOTY qui a défait Red Dead 2 de sa couronne de GOTY, là, sera encore meilleure? Voilà pourquoi je pense que le Ragnarok sera peut-être celui qui va tuer Elden Ring. Alors, j'ai aucun doute que le jeu va être top et je le ferai avec grand plaisir. God of War, c'était mon jeu de l'année aussi, l'année de sa sortie. Mais je sens trop le 1.5 pour vraiment générer un engouement. Je viens de penser à un nouvel argument. C'était à la base une trilogie nordique. On sait que ça s'est ramassé, qu'à cause des temps de développement qui sont interminables, c'est dur de faire une trilogie au-delà d'une génération. C'est trop long. Donc c'est possible que ça sera le cas, que ce numéro 2 clôt en fait l'arc nordique. Et si la fin est mémorable, si vraiment ils finissent en apothéose et justement pas comme un numéro 2, comme a pu l'être Horizon 2, c'est-à-dire un épisode transitoire, si c'est une vraie fin, une vraie acmé de ouf, là dans les têtes ça va tuer. Qu'il nous fasse une Last of Us 2 plus qu'une Horizon 2 quoi. Exactement, super analogie. Si c'est le cas, nouvel argument pour que Ragnarok soit le GOTY, même si on le répète, on a du mal à y croire. Exactement. Nico, c'est à toi de nous parler d'un studio qui s'appelle Platinum et non pas Platinium. Est-ce que tu vas nous le dire ça? Platinum. Exactement, c'est Platinum. Je savais pas qu'il y avait débat, mais si, il y a pas beaucoup de gens qui disent Platinum. Ok. Mais ne dites pas Platinum, c'est Platinum Games. Alors Platinum Games dans la sauce. C'est ainsi que j'ai nommé ma chronique. Alors on va faire un petit rappel quand même. Platinum Games, c'est une société fondée en 2006. Alors en 2007, pour les puristes, il y a eu un changement de nom, mais je rentre pas dans le détail, ça sert un petit peu à rien. Mais qui était fondé donc sur les cendres du Clover Studio de Capcom, et qui récupérait du coup les signatures parmi les plus prestigieuses de l'éditeur. Il y avait du Atsushi Inaba, du Shinji Mikami, du Hideki Kamiya. C'était un peu les BG de Capcom qui partaient en indépendant, former leur petit truc à part. C'est une société basée à Osaka, ça a l'air d'être un détail, mais on sait qu'ils jouent beaucoup là-dessus, ça crée une mentalité un petit peu à part, ils en sont fiers, ils le portent en étendard. C'est les rebelles du Japon, c'est-à-dire que sur l'escalator, ils se mettent du mauvais côté, quoi. C'est des oufs. C'est des thugs japonais. C'est vrai qu'on a souvent l'habitude de dire Tokyo, Osaka, c'est un peu Paris-Marseille, tu vois, avec l'opposition, les accents et tout, qui s'opposent un petit peu, quoi. Donc l'actu Platinum en ce moment n'est pas super rose, donc ça va être l'occasion pour nous de demander s'il faut s'inquiéter pour le studio. On va le voir depuis le début, depuis sa création, son itinéraire aussi depuis le départ entre excellence et échec, mais ça pose quand même des questions sur son avenir. Avant tout, on va quand même remettre un petit peu de contexte pour parler de Platinum, parce que un an après sa naissance, Platinum signe un gros contrat avec Sega pour le développement de 4 jeux, donc ça se passe entre 2008 et 2012.
ces 4 jeux, on a Mad World sur Wii, je sais pas si tu te rappelles, c'était un jeu assez violent à l'esthétique noir et blanc qui est un petit peu proche de Sin City. Le dossier de presse, allez, c'est l'occasion, on pourra jamais le raconter. Vas-y, raconte. Le dossier de presse de ce jeu était ma boule, c'est-à-dire que c'était un crochet de boucher qui traversait la boîte Wii, et il y avait du sang partout, et c'est-à-dire à l'époque... du faux sang. Du faux sang, évidemment. Et à l'époque, je recevais les dossiers de presse chez ma mère. Et en fait, elle a eu trop peur. C'est-à-dire que dans le carton, tu voyais vraiment du sang dépasser du scotch et tout. Et t'ouvres ça, t'as un jeu avec un crochet de boucher. C'était What's in the box? What in the box? Oui, exactement, What's in the box. Mais voilà, sachez que c'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais Sega, à l'époque, c'était quelque chose. Au niveau des dossiers de presse, c'était vraiment vénère, quoi. On avait aussi Infinite Space sur DS, alors qui était développé, lui, en collaboration avec le studio Nudemaker, qui était un petit peu un mix entre RPG, combat spatial. Je sais pas si tu as joué, toi. Oui, je suis désolé, je veux pas du tout pourrir ta chronique parce que j'ai que des anecdotes nulles, mais moi, c'est le seul jeu où je me suis endormi. Dans toute ma vie, je me suis endormi sur un jeu, mais physiquement, t'es genre... c'était sur ce jeu. Écoute, ça en dit long sur sa qualité, en tout cas. Non, mais il y a des fans, hein, mais moi, je m'étais endormi. Un jeu où on s'est pas endormi, c'était Bayonetta, sur PS3 et 360, le beat'em all bien connu, je pense, ça sert à rien d'épiloguer dessus. On a eu Vanquish aussi, le TPS survitaminé, réalisé par Shinji Mikami. Un jeu que je n'arrive pas à finir, pourtant il fait 4 heures, mais à chaque fois que j'y joue, j'arrive à la moitié, puis j'arrête et je me dis tiens, je reprendrai demain. Je sais pas ce que tu fais, pourquoi, dans quel monde vis-tu, parce que toi, ton pouvoir à toi, c'est de réussir à faire des jeux sur le très long terme, c'est-à-dire que tu mets des fois, par exemple, une année complète pour faire un jeu, en t'arrêtant, en passant sur un autre titre, en revenant, et là, 4 heures, t'y arrives pas, je ne comprends pas. Parce que chaque fois, je me dis, bon, il est pas long, je le recommence du début, tu vois. En fait, je refais sans cesse la même Tu n'apprends pas, ce n'est pas empirique, là, tu devrais, l'onboarding n'est pas bon. Vanquish, je crois que Ken est très très fan à la rédac, et en tout cas, Damien, lui, est fan de Anarchy Reigns, le dernier de ces 5 jeux. Alors, c'est le seul fan français, voire du monde, à aimer ce jeu, parce que c'était sorte de pot pourri avec les personnages du studio mélangés dans un sorte de battle royale où ça se tapait dessus. Ça avait pas trop d'intérêt, j'allais dire, mais bon, c'était surtout un jeu en ligne. Faut demander à Damien, voilà, envoyez-lui des messages sur Twitter et qu'il nous explique pourquoi il est fan de ce jeu, bizarrement. Donc voilà, on a quand même eu face à des débuts tonitruants de Platinum Games, la claque avec Bayonetta, Vanquish très très apprécié. Bon, après ça, Mikami est parti fonder Tango. Qu'est-ce que t'en penses de ce départ en fanfare? C'est quand même un statement pour un studio, c'est genre on attaque pied au plancher, quoi. C'était complètement dingue, et t'as pas fait vraiment l'historique, mais vraiment à l'époque, Clover, avant Clover c'était Seeds, et en fait vraiment quand on s'intéressait aux jeux vidéo, on suivait ces grands noms, et on s'était dit mais c'est quoi ce All-Star Game en fait? Les mecs ils se sont tous rassemblés, les génies japonais créatifs, avec des envies de liberté, en disant mais les éditeurs, mais qu'est-ce qu'on s'en fout des éditeurs, et bam on fait notre studio, on va trouver à chaque fois moyen de faire nos jeux. C'était dingue. Moi, j'ai un souvenir de cette époque ouf. Et voilà, ils ont fait leurs preuves. Ils ont apporté des grands jeux, des grands titres qui sont rentrés dans l'histoire de l'industrie. Donc, c'est vrai que les devs, ils avaient un traitement un peu rockstar. Ils avaient posé avec des photos un peu stylées. Ils étaient habillés avec des sapes. Genre vraiment, ils prenaient la pose de rockstar. Et ça posait un petit peu la griffe Platinum, parce que Platinum, c'est un artisan de qualité, mais c'est quoi vraiment leur style? Alors, tu vas me dire si t'es d'accord, mais c'est des jeux avec de la patate, avec un impact visuel assez fort, et un petit peu d'irrévérence aussi. On parlait de ce côté, voilà, les rebelles d'Osaka, on retrouve un petit peu toujours ce côté un peu sassy, là, les petits rebelles du jeu vidéo, quoi. Exactement, c'était carrément les rebelles du jeu vidéo, mais ce que moi j'aimais aussi, c'est que c'était ce regroupement de personnalités, où t'avais Mikami le taciturne, Kamiya le fashion rebelle, t'avais Inaba et Minami, qui étaient eux plus, tu sais, les têtes pensantes, les gens qui deviendront à la tête du studio par la suite. Mais tu vois, c'est un peu le début d'un animé en fait, quoi, mais genre... exactement. Tu vois, ou comme un groupe de K-pop ou de J-pop, tu vois, et ils avaient chacun leur personnalité, et ils avaient aussi leur jeu avec des touches différentes, et c'était ce regroupement qui était hyper intéressant, quoi. Alors de manière paradoxale, les débuts du studio, on peut finalement en parler déjà comme une période dorée, une sorte d'âge d'or, au moins d'un point de vue de la critique, parce que leurs jeux ont fait quand même forte impression. Mais déjà, on va voir que pour les ventes, c'était un petit peu compliqué. Donc, si tu vends pas forcément, il faut faire de la presta, parce qu'un studio indé, c'est comme ça, il faut bien qu'il mange. Donc, le studio va alterner pendant les années suivantes entre sous-traitance et projets originaux. Donc, en 2013, Platinum récupère le chantier Metal Gear Rising Revengeance après la débâcle interne à Kojima Prod. On sait que le spin-off avec Raiden devait à la base être développé chez Kojima. Ça marchait pas, les équipes n'arrivaient pas à prendre la relève, donc il a balancé ça à Platinum,
qui s'en est bien sorti. Enfin, c'est pas un jeu, moi, j'aime beaucoup, mais c'est pas un jeu que je mets au Panthéon, mais je sais qu'il a des gros fans. Toujours bien d'avoir François Hollande en boss de fin. C'est quand même quelque chose qui est exceptionnel. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'ai pas tryhard comme par exemple Ken, je pense, a pu le faire. Vraiment, c'est un jeu à système aussi, qui est très cool. Juste dans le cadre de ta chronique, je pense que c'est quand même une belle preuve de confiance de Kojima, Oui. que de déléguer. Tu files pas ton bébé à n'importe qui. Ouais, surtout, encore une fois, à cette époque où Kojima n'arrivait pas à se délester de la licence Metal Gear. Et est-ce que c'est pas déjà presque l'un des premiers pas où il a dit bon allez, le spin-off je le lâche et petit à petit je vais réussir quelque chose. La même année, 2013, on a droit au nouveau jeu de Hideki Kamiya, ce qui est quand même pas peu dire, et c'est Wonderful 101. Alors, c'est un jeu, moi je suis un peu passé à côté, je vais pas le cacher, donc qu'est-ce que t'en penses toi ? Je te jette sous le bus. Ouais, un petit peu, parce sais que que hélas, je ne l'ai pas terminé, parce que j'ai pas accroché, parce que j'ai pas compris en fait, toujours pareil, tout un délire de super-héros où tu vas en avoir plusieurs dizaines. Un peu à la Pikmin presque, avoir des petits persos que tu contrôles. C'est ça, et tu vas pouvoir leur donner des formes, taper, faire une main géante, taper. Alors j'ai abandonné, le jeu m'est tombé des mains, Damien cette fois. Donc faut savoir que Ken et Damien ils sont très Platinum, très fans de Platinum, et lui adore Wonderful 101 et nous a expliqué que voilà, il fallait passer au-delà, il fallait lui donner sa chance, ce que je n'ai pas fait et je m'en excuse. En tout cas, le jeu est sorti en version remaster, donc si ça vous tente, il est accessible assez facilement. Mais c'est vrai que c'était un terrain où on n'attendait pas forcément Kamiya. C'est vrai qu'on sortait de Okami et Bayonetta, donc c'était un peu le Golden Boy du jeu vidéo. Après, ça restait dans l'esthétique, en tout cas la direction artistique, un petit peu Beautiful Joe, il est très fan Sentai, super-héros, ouais, de toute façon, c'est carrément son truc, quoi. Donc voilà, c'est un début d'un sort de partenariat avec Nintendo, qui va se concrétiser encore l'année suivante avec Bayonetta 2. Alors là, voilà, on l'a dit, les chiffres de vente sont pas dingues sur le 1, donc Sega jette un peu l'éponge, mais Nintendo vient sauver la licence, et donc on sort ce deuxième épisode qui est le 1 en mieux peut-être, je sais pas si on peut le dire, mais ça reste quand même un grand jeu. Ouais, ça reste un grand jeu, surtout Nintendo en fait va investir et va miser sur le prestige. Alors, j'avais presque envie de dire au-delà de la qualité. C'est que c'était la Wii U, ils avaient besoin de jeux gamers pour booster un petit peu la console. Toujours pareil, hein, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que Nintendo était là, avait besoin d'avoir des jeux de prestige, de jeux de vitrine en fait, pour vraiment montrer. Tu vois, Sony avait à l'époque tout ce qui était Genova Chain, balancé des jeux très artistiques, très appréciés de la presse, qui se vendaient pas forcément, mais de toute façon, c'est tête de gondole marketing. Voilà, c'était pas important. Et là, du coup, alors ce qui est peut-être un peu triste pour Platinum, c'est de passer à, moi, je suis un producteur de grands jeux d'action et tout, et tu te fais sauver les miches par Nintendo, qui te dit presque, faites le meilleur jeu que vous pouvez, mais de toute façon, les gars, c'est pas les ventes qu'on attend, c'est montrez-nous votre prestige, montrez-nous votre irrévérence, et montrez que Nintendo, on vous a soutenu. Et encore plus triste, parce qu'il faut bien manger ma bonne dame, mais entre 2014 et 2016, ça a charbonné pas mal pour Activision. Donc ils ont développé 3 jeux pour le compte d'Acti. Alors du moins bon au meilleur, donc on a La Légende de Korra, donc l'adaptation de l'animé bien connu. Alors toi t'es fan de l'animé, ouais. Donc t'as joué au jeu. Je l'ai fait. C'était éclataxe. C'était éclataxe, c'était techniquement très faible. C'était un jeu, si je dis pas de bêtises, uniquement disponible dans des maths, je crois. C'est cette vague de jeux qui n'était pas en boîte et qui était... C'était du beat'em all, ça reste dans l'ADN du studio, mais adapté à la licence et avec des moyens bien moindres que ce qu'ils font habituellement. Quoi. De toute façon, tu vas dérouler une liste de jeux pour lesquels en fait on est allé les chercher pour leur savoir-faire. Faites du beat'em all 3D, faites du technique, faites du stylé. Après derrière, s'il n'y a pas de texture au monde qui est développée en 3D, mais 3D en 3, enfin en carré quoi. C'était exactement ça. Tu te baladais dans des niveaux qui étaient très gris. C'était fidèle à tout ce qui était Korra. Voilà, moi, comme tu dis, je suis fan de Avatar et Korra. C'est plaisant parce que tu incarnes quelque chose que t'aimes. Le système de combat était stylé, le jeu était dur, franchement, il était dur. Mais bon, c'était cassé. Un jeu qui a du mal à exister au-delà du fanservice, et c'est un peu la même chose pour le jeu suivant, Tortue Ninja des Mutants Manhattan, qui était répétitif. Alors lui, moi je l'ai fait parce que je suis fan des tortues, mais genre il se pliait en 3 heures, je crois. Donc j'ai pas touché, moi. Voilà, donc tu pouvais incarner les 4 persos, c'était rigolol, mais voilà, ça allait pas pisser bien loin. C'était rigolol. Le dernier qui s'en sort peut-être le mieux, c'est Transformers Devastation. Donc là, on était sur l'adaptation, non pas des films de Michael Bay, mais plus retour aux sources de la licence sur le dessin animé Jap, qui avait une vraie patate, qui avait un vrai style, un peu un jeu des années 90. Alors lui, il était tout simplement trop bien. Et en fait, alors là, je suis désolé, j'ai pas préparé, mais à l'époque, PlayStation 2 ou 3, il y avait un jeu Transformers 3D qui n'était pas Platinum, mais qui était trop bien. Il y avait une espèce de vague à l'époque, une nouvelle hype autour de Transformers, peut-être à cause des films de Michael Bay, mais ils se sont inscrits là-dedans. C'est-à-dire que tu avais ce jeu en 3D qui était trop bien, je chercherai après. Et t'avais ce jeu-là qui était plus basé sur le dessin animé, mais qui était trop stylé, quoi. Et c'était vraiment, il était sympa.
Alors, on continue à bosser avec Nintendo, avec Star Fox Zero et Star Fox Guard, un doublé en 2016. Alors là, je vais pas m'étendre trop parce que sinon je vais être très très salé, mais là pour le coup, le jeu je trouve fonctionne pas du tout, mais c'est certainement la faute à Nintendo. On parlera un peu à qui la faute plus tard, mais À qui la faute? sur Wii U, ils ont demandé à Platinum de développer un nouveau Star Fox, mais en prenant en compte donc le double écran de la mablette, et donc on avait ce gameplay asymétrique qui était juste relou en fait, et ça enlevait tout le fun de la licence Star Fox, qui est une licence que j'aime beaucoup. Et là, on était dans l'expérimentation bien naze, quoi. Mais là, est-ce qu'ils ont pas raté le coche? Parce que tu vois, la première fois, ils sont Nintendo allés chercher le studio pour faire un bayo en disant, là, c'est bon, on vous sauve, faites votre licence. Et là, comme ils ont donné une confiance, ils ont donné un gros, entre guillemets, un gros dossier, c'est-à-dire qu'une IP, une licence historique de Nintendo, en disant, allez-y, transformez le truc en quelque chose peut-être de génial et quelque chose peut-être qui va se vendre. Essayez de ressusciter Star Fox. Alors hélas, la pauvre licence, elle y arrive pas. Mais là, je trouve qu'ils ont raté le coche. Ils avaient moyen de dire, voilà, Surtout que ça fait des années que Kamiya faisait que dire j'adorerais développer un nouveau Star Fox. On file le bébé à Platinum, il peut pas s'en occuper parce qu'il est occupé ailleurs. C'est quand même le rendez-vous manqué, quoi. On va y revenir parce que Kamiya, il est fan de shoot 'em up, il en fout dès qu'il peut. Dans tous les jeux, t'as une séquence de shoot parce que c'est un clin d'œil. On parlera de Sol Cresta après, mais là, il avait quoi? Il avait une occasion en or. Enfin, écoute. Il était occupé ailleurs et on en parlera très bientôt, mais juste on termine la section Nintendo en avançant dans le temps en 2019 avec Astral Chain, donc, qui est le jeu le plus récent sur Switch sorti par le studio. Alors moi, j'ai pas joué. C'est un jeu qui a quand même bonne presse, mais j'ai l'impression qu'ici à la rédac, il y a pas que des fans. Hein. Ouais, alors je l'ai fait Can aussi, et tous les deux on l'a vraiment pas apprécié. Pourtant, encore une fois, jeu à système, jeu assez profond en fait, avec beaucoup de possibilités, mais tout un délire où en fait tu vas avoir une créature qui va se battre à ta place et qui va en fait agrémenter tes combos. Donc c'était un nouveau directeur, ou en tout cas il s'est fait connaître avec Astral Chain. Il est monté à tel point que c'est lui maintenant qui est responsable en grande partie du nouveau baillot, ce qui fait un peu peur, ce qui fait craindre à certains ici que ça serait beaucoup moins bien. Ça peut faire flipper. Alors, Kamiya, il était où? Faut noter qu'en parallèle de cette section Nintendo, il y a quand même eu quelques turbulences en interne dans le studio qu'il faut bien mettre en valeur. Parce qu'en janvier 2017, il y a le projet Scalebound, donc qui était une exclue Microsoft et qui était donc développé pour la Xbox, mais qui est tout simplement annulé. Donc là, voilà, c'était un jeu qui était très attendu et ça a fait quand même un coup de tonnerre à l'époque quand on a su que le projet n'allait pas aller au bout. Et en 2019, Platinum est débarqué du développement de Grand Blue Fantasy par Cygames, donc Cygames qui a donc développé la licence Grand Blue Fantasy sur mobile, qui était un succès gigantesque au Japon et qui cherchait à étendre un peu son univers. On sait qu'il y a un jeu de baston qui est sorti chez Arc System Works, et là l'idée c'était vas-y Platinum, faites-nous le grand RPG console de salon de notre univers, on compte sur vous. Voilà, on sait pas les détails, mais on leur a repris le bébé des mains parce que ça se passait pas très bien. Donc, on voit poindre quand même que voilà, Platinum, c'est aussi un studio qui est pas facile à manœuvrer. Nintendo y arrive parce qu'il y a une relation de confiance et aussi une sorte de respect mutuel pour les créatifs des deux côtés. Dès que c'est du développeur un peu externe ou hors du Japon, c'est quand même plus compliqué, quoi. Ouais, j'aimerais bien savoir les tenants et les aboutissants de tout ça, savoir si ça marche avec Nintendo, parce que Nintendo s'en fout en disant allez-y, faites ce que vous voulez et donnez-nous le produit fini à la fin, on le prendra parce que nous on veut des noms. Est-ce que Microsoft par exemple était un peu plus regardant, même si par exemple tu vois dernièrement sur tous ces rumeurs et les informations qu'on a sur le dernier Perfect Dark, on dit de Microsoft qu'ils sont trop coulants, je sais pas, tu vois là vraiment je sais pas. Je veux pas tomber dans la caricature et j'en sais rien, mais je me dis moi peut-être que Nintendo ça moufte pas chez Platinum parce qu'ils savent que Nintendo t'as le respect un peu, voilà, donc vas-y on moufte pas. Par contre dès que c'est Microsoft ou d'autres, vas-y on fait un peu plus les coques peut-être et ça se passe un peu moins bien. Alors je sais pas, c'est pur ouais, peut-être, ouais. Bon, entre les deux, il y a quand même eu un petit renouveau, une petite bouffée d'air frais, c'était 2017 et le succès de Nier Automata, alors succès surprise, hein, donc du jeu édité par Square Enix et avec Taro Yoko évidemment qui chapeaute le tout. Alors on peut quand même se demander quel part a Platinum dans ce succès, parce qu'on sait qu'ils ont développé le jeu mais plus le côté technique, le système de combat qui reprend un petit peu le système grosso modo on va dire d'un Bayonetta mais en plus light. Oui. Finalement l'histoire, l'univers, la musique, tout ce qui a plu dans Nier Automata et qui en a fait ce succès acclamé, finalement ils sont peut-être pas pour grand chose, non? Alors, on n'est pas les premiers fans de Nier Automata, on dit que c'est un jeu qui est exceptionnel sur différents points, sur des twists, l'univers de Taro Yoko et certaines idées de game design sont vraiment exceptionnelles. Pour ce qui en est du système de combat, il est propre, mais est-ce qu'il est, tu vois, exceptionnel? Il est efficace, voilà, il fonctionne, mais sans être dingue. Ouais. Est-ce qu'il dénote d'un certain savoir-faire, tu vois, vraiment Platinum, où tu prends le jeu en main, tu dis, ah ouais,
Ça, c'est un système de combat vraiment Platinum. Je sais pas, et je pense même que pas du tout. Parce que Astral Chain, on en a parlé tout à l'heure, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il y avait quand même cette touche, cette profondeur de gameplay où tu disais, ah ouais, non, mais ça, c'est Platinum. C'est le truc, il est deep, que t'aimes ou pas, tu sais pas. Là, alors, c'était une commande aussi. Peut-être qu'ils ont eu à faire un système de combat carré qui fonctionne, un Bayonetta Ledge, un petit peu light. C'est peut-être ce qu'on leur a demandé. Mais le système de combat, je trouve pas qu'il il démontre une maestria de ouf, quoi. En tout cas, voilà, après toutes ces années de sous-traitance, on arrive sur un peu la 3e grande période du studio, certainement un petit peu échaudé par ses échecs avec Microsoft et Cygames. Platinum affirme début 2020 qu'ils ont la volonté de s'auto-éditer maintenant, donc de sortir leurs propres jeux et de s'occuper eux-mêmes de l'édition, de prendre un petit peu leur liberté, tout bêtement. Et c'est pour ça qu'on a Tencent, donc le géant chinois qui entre au capital de la société à ce moment-là. Alors le chiffre n'est pas communiqué, on ne sait pas à quelle mesure il possède sa marque sur le studio. Mais Platinum en profite pour faire une opération de Platinum 5, donc Platinum 4, comme un nouveau départ, quelque part. Donc on a un Kickstarter qui est annoncé pour la version remaster de Wonderful 101, Kickstarter qui cartonne vraiment. On a l'annonce d'un jeu, alors c'est le projet GG de Kamiya, donc son nouveau grand projet, donc là aussi qui a l'air de lorgner vers le Sentai, vers le Kaiju, donc à voir ce que ça donne, on n'est pas beaucoup plus avancé aujourd'hui. C'est le projet en cours, là. On a aussi l'arrivée de World of Demon sur mobile, alors ça c'est un jeu qui est quand même un peu plus mineur, mais qui ressemble beaucoup à Okami pour le coup, qui ressemble vraiment revenir un petit peu aux sources pour le studio. Je sais pas si c'est pour nous en fait. Ce sera pour des marchés asiatiques. Il est sur l'Apple Arcade je crois, donc si jamais vous avez labo... il y est, mais je sais pas s'il il nous est destiné. Tout à fait. Et on a aussi l'ouverture d'une filiale à Tokyo. Ah là là, ça y est, ça rejoint la capitale, donc en avril 2020, pour voir un petit peu... on voit que le studio a quand même des ambitions de grossir un petit peu. Toujours dans ce côté rédemption, fin 2021, Platinum et Kamiya, ils vont un petit peu endosser la responsabilité de l'échec de Scalebound. On se demandait qu'est-ce qui s'est passé et tout. Évidemment, on a tous dit c'est forcément le méchant Microsoft qui a fait le relou. Mais là non, Kamiya dit que ils ont pas su gérer l'ampleur du truc, qu'il manquait d'expérience à la fois sur l'Unreal Engine qui était le moteur du jeu et à la fois sur les fonctionnalités en ligne qui devaient un petit peu participer au gameplay. Donc là, c'est un peu, on fait amende honorable. C'était peut-être nous qui avons foutu la merde là-dessus. Je te vois sourire, mais garde du gaz, on arrive. Non, je dis rien parce que j'imagine où tu vas là. Donc là, on se dit, ça y est, 2021, nouveau souffle pour le studio, ça repart sur des bonnes bases. Et là, on arrive en 2022 et patatras. Sortie de Soul Cresta et de Babylon's Fall, alors dans quelques jours d'intervalle. Ouais. Et c'est la cata. Donc 2 gros échecs, alors critiques surtout sur Babylon's Fall, un peu quand même sur Soul Cresta, et surtout 2 fours commerciaux comme on en a rarement vu. On riait jaune, parce que il y avait les stats Steam Spy qui montraient qu'il y avait un pic de 600 joueurs sur Babylon's Fall, ce qui est absolument catastrophique. Soul Cresta, apparemment, les ventes sont pas du tout au rendez-vous. Là, on touche le fond, non ? Là, c'est compliqué. Là, c'est vraiment compliqué. Babylon's Fall, je n'ai joué qu'à la démo. Je vous en ai parlé dans une introduction d'un précédent numéro. C'est une catastrophe. Il n'y a pas eu de critique, c'est-à-dire que Day One, personne ne l'a testé. Une critique US, ça s'en est suivi une vague de très mauvaises critiques. Le jeu a été défoncé. J'ai l'impression, carrément à raison, on a peut-être très rapidement par la suite aussi accusé, comme on a pu le faire sur Microsoft, Square Enix, de dire ah ouais mais regardez, ils ont basculé sur du jeu service, ça a été compliqué. Oui, le jeu et le développement ont été très compliqués, c'est assez documenté, il y a eu des changements de direction, on a pu voir au fil des vidéos un certain, ils ont louvoyé quoi, ils allaient de direction en direction. Est-ce que ça c'était aussi le propre de Square Enix de mieux encadrer ? Est-ce qu'ils leur ont donné leur chance et puis ça n'a pas marché à un moment, ils ont dit stop. Ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est vraiment la faute de Square Enix ? Est-ce que c'est vraiment Square Enix qui a dit allez-y, faites du Game as a Service ? Il faut savoir que dans les dernières déclarations, ils ont dit eux-mêmes que eux, ils voulaient se diriger vers le Game as a Service. Platinum, c'était quelque chose qu'ils pensaient inévitable. Ouais. Est-ce qu'ils pensaient inévitable, mais qu'ils avaient aussi l'envie d'aller par là et qu'ils avaient besoin de soutien, tu vas y venir ? Est-ce que l'impulsion de Game as a Service ne vient pas tout simplement du studio ? Et pour faire le pont avec Soul Cresta, que nous n'avons pas pu tester, mais hélas, ils ont proposé en auto-édition cette fois un jeu qui, en fait, n'avait pas de mode solo. Un jeu, alors, cher ou pas, libre à chacun de le voir. Oui, déjà, c'est un shoot'em up, donc c'est l'héritier de 2 jeux d'une licence connue, donc c'est un peu le dernier de la trilogie. Donc Kamiya est très très fan, c'était un peu son rêve de gosse de développer un shoot là-dessus. Yuzo Koshiro à la musique. Donc c'est un jeu qui, alors déjà je trouve visuellement est pas terrible, qui reprend un peu le délire des shoots 2D de l'époque. C'est un shoot, un Danmaku. Qui est vendu 40 boules, donc de base,
mais il y a une petite douille commerciale. Voilà, alors qu'on considère un shoot à 40€ cher ou pas, libre à vous, après, comme vous voulez. Je vote cher, moi. Je vote cher. Néanmoins, dans ces 40€, il n'y a pas le mode solo. Le mode solo est vendu à part, Day One, donc c'était un système de vente, il était prévu et terminé le jour de la sortie, il était à 10 balles, donc le jeu complet Shoot 'em Up est à 50€ avec la douille du mode solo vendu séparément. Et ça, cette idée, il n'y a aucun éditeur qui est venu leur souffler. Ils ont, enfin, je veux dire, pour faire de la merde, excusez-moi d'être vulgaire, mais ils ont eu besoin de personne. Bon, un DLC avec un mode solo vendu Day One à part, c'est quand même une grande première, j'avoue. Alors, de mémoire, je crois qu'on n'a jamais vu ça. On a vu des fins de jeu proposées en DLC, mais même peut-être avec un petit peu d'un décalage, mais bon. Ils n'ont pas manqué de souffle, en tout cas. En tout cas, ces deux jeux et cette année 2022, je trouve, c'est cool parce que ça reflète un petit peu la question qu'on peut se poser sur Platinum. Est-ce que c'est l'étalon du jeu vidéo japonais dont on parlait au tout début, ou est-ce que c'est juste un faiseur qui a été un petit peu dépassé par les événements? Alors là, j'ai l'air de faire la tagline d'une vidéo YouTube un peu troll, mais évidemment, on se situe quand même entre les deux, donc il ne s'agit pas de pointer une extrémité ou l'autre. Le studio peut-être a été gourmand en gérant trop de projets en même temps, mais bon, en même temps aussi, c'est quand même un gros studio qu'il faut bien faire tourner, il faut bien alimenter un petit peu tout le monde. Il y a quand même 291 employés recensés au 1er mars de cette année. C'est quand même, on n'est pas dans le petit studio indé, c'est quand même 300 employés, c'est quand même assez sérieux. On faisait dans une précédente émission un petit peu le relais de tous ces studios, combien d'employés, tout ça. Guerilla, c'est moins de 400, donc ils sont vraiment, c'est énorme, c'est énorme. Je me permets de placer quelque chose qu'on a vu sur Twitter, alors on va discuter un petit peu du côté legit de la chose ou pas, mais il semblerait qu'un indice de satisfaction des employés de Platinum soit assez bas, donc on est à 1,3 sur 5. Mais voilà, comme je dis, il faut le nuancer parce qu'on ne sait pas forcément la méthodologie du truc. Il y a seulement 9 employés qui ont répondu, donc c'était juste un petit indicateur, mais il ne faut pas forcément le prendre très au sérieux. Il faut faire vraiment gaffe avec ça parce que c'est quelque chose qui est participatif. C'est une plateforme où c'est les employés qui vont aller dire en fait ce qu'ils pensent. La plupart du temps, et là, je parle juste par exemple sur From Software qui fait cette enquête fait aussi beaucoup jaser au niveau de From Software. Ces commentaires sont souvent très vieux en fait. Ils datent de plusieurs années. Puis tu peux partir du principe que c'est souvent ceux qui sont mécontents qui vont aller prendre l'initiative d'aller commenter sur cette plateforme, donc voilà, prendre avec des pincettes, mais c'est quand même un indice à noter. Peut-être que le démarrage du studio en fait aussi canon, parce qu'on n'a pas vu Platinum peut-être un peu trop fort, et parce que le studio est pas un petit peu surcoté, parce qu'on sait qu'ils ont quand même une expertise indéniable dans le jeu d'action, mais que personne d'autre ne possède. Mais est-ce que finalement ils arrivent à développer, à s'aimer au-delà de cette étiquette? Ils ont fait une switch, je pense. Ils ont commencé très fort avec des gros jeux bien cadencés, réguliers, et puis après ça s'est effondré, sauf que la switch, en fait, de par son succès, a pris une inertie de ouf. Platinum n'a l'air de pas... Enfin, ils ont pas pris cette inertie. Le truc, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont fonctionné à l'envers. C'est que ils ont essayé de se libérer, d'être indépendants, mais ça a l'air d'être de très très bons game designers, mais pas de bons gestionnaires d'entreprise. Et en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir un éditeur, peut-être aussi, pour les encadrer, pour leur dire où ils vont. On a vu à plusieurs reprises que ça n'a pas marché avec Microsoft, ça n'a pas forcément marché avec Square Enix. C'est compliqué, et tu arriveras sûrement à ta conclusion avec les clins d'œil qu'ils font à Microsoft. Ils ont peut-être l'air d'en avoir conscience, de dire Microsoft, s'il vous plaît, aidez-nous. C'est possible. En tout cas, le cheminement chaotique d'un studio, on va pas non plus tomber des nues, c'est quand même quelque chose qui est quand même assez normal en fait. T'as des hauts débats, tu signes des contrats, donc pas de constat hâtif. On va pas dire que Platinum aujourd'hui ça sert plus à rien, ça reste un studio qui est très solide. Mais contrairement à leur début, je trouve que leur image de marque est un petit peu ternie. Et il manque un peu un nouveau gros jeu pour briller, pour revenir un petit peu au premier plan, parce que finalement, c'est quoi le dernier gros jeu Platinum qui nous a fait rêver, 100%, je sais pas, c'est vrai qu'on a peut-être Nier Automata en tête. Ils sont associés à ce succès. Je sais pas si on pense tout de suite à eux. C'est quoi, toi, ton jeu préféré de Platinum? Alors, leur chef-d'œuvre, évidemment, c'est Bayo, qui sera cité par tous comme l'un des plus grands jeux du jeu vidéo, évidemment, jeu d'action, pas de souci. Mais je citerai Vanquish. Moi, j'avais beaucoup aimé Vanquish parce que le début est bien. J'avais aimé, moi, la proposition de Mikami, Monsieur Survival Horror, qui va se frotter au style des poteaux, quoi. Tu vois, les autres, c'était l'action, et lui, il a dit, attendez, j'ai inventé un truc. Puis il a pris le TPS en mode Gears of War pour le survitaminer, donc le perso, faut savoir qu'il a des fusées aux jambes, aux bras, partout, et donc c'est Gears sous stéroïdes, en fait. C'est ça, et ouais, ça m'avait beaucoup plu, celui-là. Moi, sans originalité, je citerai le duo Bayonetta 1 et 2, parce que ça reste, à mon sens, la plus grande claque. Je citerai plus le 1, alors le 2 est certainement mieux, mais le 1, encore une fois, c'est la surprise, c'est la rencontre avec la licence. Mais tout ça pour dire que Bayonetta 3, qu'on attend toujours pour cette année, a priori, pour être déterminant pour le futur de la marque, ça peut être ce nouveau porte-étendard qui leur manque.
Et puisqu'on parle de futur, tu commences à l'évoquer, abordons la question d'un rachat potentiel. C'est même plus du gringue ou de l'appel du pied qu'ils ont fait à Microsoft, mais en gros, ils leur ont dit vous voulez pas nous acheter finalement ? Hashtag forceur. Non, mais c'est vrai, là, franchement. Là, la déclaration, c'était sans embâge, sans ambiguïté. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire avec leur volonté affichée de s'auto-éditer, de reprendre leur liberté ? Est-ce qu'ils le voient pas entre deux eaux ? Complètement. Ce que je commençais à dire tout à l'heure, c'est qu'ils ont eu un début, une prise d'indépendance, et est-ce que il leur a fallu, certes, peut-être plusieurs années, mais une prise de conscience, entre guillemets, une certaine maturité, de dire non, on a besoin d'être encadré. On l'a vu, c'est un exemple que je sors souvent, mais des Tim Schafer qui avaient aussi une mentalité similaire à dire je vais faire sans les constructeurs, je vais faire sans les éditeurs, mais des cadres, c'est aussi des fois important. Donc Tim Schafer est comme un coq en pâte maintenant, qu'il est sous la coupe de Microsoft, et ils ont peut-être vu ça, ils ont dit nous aussi ça nous fait envie d'avoir un portefeuille illimité, d'avoir des plateformes préférentielles, d'avoir des facilités de développement, des ponts entre les studios. Ouais, ça leur fait... Ils ont toujours été en chien, en fait, Platinum, à être mandaté pour des missions et être payé pour survivre, tu vois. Et c'est triste. Normalement, c'est inversé. Tu commences petit, tu commences à faire des missions, tu commences à faire des adaptations, comme ils ont pu faire sur Korra, Transformers, Tortue Ninja. Tu commences par ça. Eux, ils avaient ça au milieu de carrière, quand ils commençaient à dire... alors, ils ont commencé très fort, et au milieu de carrière, putain, il faut qu'on fasse de la presta. Faut faire de la presta, parce qu'il faut... Et là, aujourd'hui, ils sont là à dire, s'il vous plaît. Moi, je trouve ça hyper dommage, parce que ces mecs sont des génies. Les mecs sont trop forts, quoi. Et si c'était Nintendo qui sortait du bois pour les racheter, on sait qu'ils ont des liens privilégiés, ils ont beaucoup travaillé avec eux. Est-ce que tu penses que ça pourrait être crédible ? Ouais. Franchement, j'avais jamais pensé, mais pourquoi pas. Ils leur ont sauvé les miches, j'ai dit plusieurs fois, mais franchement, pas bête. Ils ont Nintendo a une politique de rachat moins sélective, moins clinquante, qui ressemble aussi à celle de Sony. Sony aussi travaille aussi dans le long terme, quelque chose qui est peut-être très Jap, où il va falloir en fait montrer allégeance l'un envers l'autre. C'est vraiment pas bête du tout. Nintendo est toujours allé les chercher pour du prestige, les avoir sous leur coupe, franchement, pourquoi pas. Ça rajoute une force vive avec des mecs qui savent faire le taf, comme tu l'as dit. En tout cas, est-ce que sans rachat, est-ce qu'on assisterait à la fin de Platinum ? Je sais pas, mais à mon avis, il y aura quand même toujours du taf pour des devs doués, tu l'as dit, ça reste quand même des mecs qui ont quand même du talent. Mais voilà, il manque ce coup d'éclat pour un petit peu revenir sur le devant de la scène. Ils sont increvables parce que, alors, je sais plus exactement, mais le Platinum, c'était aussi au-delà du côté shiny, c'est que c'est l'un des métaux les plus solides, et donc c'est un peu l'orichalque, tu vois. Et donc Platinum Games, on peut rien leur faire, ils sont increvables. C'est le diamant des studios, tu vois. On peut rien, ils vont pas mourir. L'avenir nous dira, mais quoi qu'il en soit, ils sont sur la tendance des éditeurs japonais aussi à envisager un petit peu l'auto-édition à l'indépendance. On sait qu'il y a CyberConnect qui s'est lancé aussi là-dedans, qui avait annoncé 3 jeux, alors je sais plus les jeux en tête, mais le premier c'était Fuga, et justement Fuga, donc le jeu un peu dans l'univers de Tel Concerto, qui était une sorte de tactical RPG, il a pas très très bien marché. Bon, ils ont quand même lancé une suite et même une trilogie, donc... il est super ton parallèle, parce que CyberConnect est un studio qui a brillé par la presta, qui ont fait des jeux exceptionnels de licence, de manga en l'occurrence, qui étaient vraiment très bons. Du Naruto, du Demon Slayer... Et puis un studio qui a pas forcément tout le temps bien fonctionné avec tous les éditeurs, en l'occurrence Square Enix, en l'occurrence sur Final Fantasy VII, qui ont commencé à mettre les premières briques du remake, et puis on leur a dit, écoutez, ça fonctionne pas, ça matche pas, maintenant on va reprendre ça en interne. Et du coup, tu vois aujourd'hui des jeux comme Fuga qui ont... Alors j'ai pas touché, mais ça a l'air ultra bien, ultra mignon. Très, très cool, ouais. Mais c'est un peu triste de voir des si beaux studios travailler sans trop de budget, sans trop ils font avec les moyens du bord, on va dire. Même si Fuga est magnifique visuellement et qu'il a l'air très très carré et très solide. Ils sont dans la mesure quand même, parce que on voit qu'il y a beaucoup de réutilisation d'assets avec de l'animation qui est très limitée. C'est pas un manque d'ambition, mais un manque d'ampleur, quoi. C'est qu'ils ont pas les reins assez solides pour pouvoir en fait déployer l'ensemble de leur talent, que ça soit pour CyberConnect ou que ça soit pour Platinum. Je trouve vraiment le parallèle vraiment super, celui-là. Et hélas, moi je veux pas que Platinum prenne la route de CyberConnect. S'il vous plaît. En tout cas, l'année 2022 a mal démarré pour eux. On espère qu'avec Bayo 3, il se finira mieux. Bayo 3, les trailers. Alors, les fans à la rédac, Ken et Damien. Alors, Damien est plus flippé que Ken, mais pas 100% rassuré en tout cas. En tout cas, ils commençaient à poncer le lore, les deux, là, ils me faisaient marrer. Ça, en tout cas, si vous voulez une petite chronique ou un truc, faut leur demander, parce que tout est logique, peut-être plus que FF Origin. Voilà pour ce Raid Alert, voilà pour cette semaine. On a parlé d'un jeu et d'un studio. La semaine prochaine, on va parler de quoi ?
Alors à voir, mais on parlera peut-être de Tunic, alors soit moi, soit toi, soit la semaine prochaine, soit celle d'après, mais on va voir. Mais en tout cas, Tunic, on est très très chaud là-dessus. Moi, je suis toujours sur Elden Ring, donc c'est compliqué de trouver d'autres idées à côté. Peut-être trouver une chronique sur Elden Ring, je ne sais pas. Moi, j'ai toujours ma chronique sur les tacticals, donc je continue en parallèle. Alors moi, j'ai vraiment levé le pied sur Elden Ring. J'ai pas, comme si, alors je sais pas, c'est un faux mot, comme on dit, où j'ai peur de le rater, où j'ai peur de plus en avoir. Tu vois, dans 6 mois, si j'ai fait plus Elden Ring, je fais quoi dans ma vie, tu vois. Donc je le fais durer. Mais c'est aussi un mois de mars incroyable au niveau d'actu. Et ce faux mot-là, c'est ça, c'est de se dire, mais je veux pas rater tout ça là. Enfin, tout ce qui est en train de se passer, je veux y jouer. Ah là, c'est vrai que ça arrête pas, quoi. Donc je continue. Tout ça pour dire que je continue Triangle Strategy, et donc j'ai ma chronique sur le tactical RPG que je peux balancer s'il y a un trou. Le mec fait des chroniques en réserve, là, je balance là. j'ai du backup, comme on dit. Donc voilà, écoutez, merci à tous. Donc on était dans les tests. On prévoit des trucs très prochainement, donc restez connectés. Ça sera sûrement pas en mars, mais peut-être début du mois prochain. On vous dit merci. On en profite pour faire la bise à Ken, à Damien et à Ludo, et on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye.